bonsoir. Ouvrons cette émission de ce soir avec cette mise au point. STV est une chaîne républicaine qui œuvre au quotidien afin d'offrir une information de qualité au public camerounais et puis au public de l'international. STV veille au respect des règles qui encadrent la pratique du journalisme et observe les lois de la République. STV œuvre pour la paix et la concorde nationale. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Cartes sur table. Nous sommes mardi jusqu'à 23h. On va débattre des sujets au menu, comme c'est le cas tous les mardis avec nos 4 invités. Et puis 2 thèmes retenus ce soir. Rentrée parlementaire, la 10e législature entre en scène. Vous le savez certainement, c'est une session un peu exceptionnelle parce qu'elle est, j'ai failli dire, partielle. Une partie des députés sur les 180 sont donc assis au Palais des Verts de Ngouaïkeli, en attendant bien sûr les élections législatives partielles de certaines circonscriptions électorales dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des nouveaux partis, des anciens partis, des nouveaux députés, des nouveaux élus. On va essayer d'apprécier sous quel signe peut être mise cette assise de l'Assemblée nationale, cette mandature qui commence pour les 5 prochaines années avec les enjeux de l'heure, mais aussi les acteurs qui y siègent. Deuxième thème, MINAT, ministre de l'administration territoriale et ONG, organisation non gouvernementale, comprendre le désamour, vous le savez. Le ministre Paul Atangandi de l'administration territoriale et l'administration territoriale est monté donc au créneau hier pour dénoncer un certain nombre d'ONG dans le traitement des informations sur les théâtres de la crise anglophone. C'était à la suite notamment du dernier rapport fait par Human Rights Watch qui a, comme vous le savez, déployé un certain nombre d'informations que le gouvernement conteste. C'était dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à la suite du drame survenu là-bas le 14 février 2020. Le ministre de la Communication donc en a profité pour interpeller un certain nombre de médias, parmi lesquels Equinox TV, STV, le quotidien Le Jour et la radio Balafon installée ici à Douala. On va parler de cela avec notamment Joseph Boutouzé qui est du RDPC. Bonsoir Joseph. Bonsoir Dipita. Merci d'être des nôtres. Heureux de me retrouver ici ce soir, après plus d'un mois d'absence. Vous savez... Il se plaît après seulement un mois. Vous avez un plateau assez relevé et c'est toujours un plaisir d'être ici. Merci infiniment. Et nous sommes heureux de vous avoir à nouveau. Dans la diagonale, Pépin Bikaï, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à Joseph Zé, donc c'est la première. Et bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Vous êtes enseignant ce soir, on vous prend comme analyste pour les questions au menu. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de l'amitié que vous me faites à chaque fois. Ambroise Ulysse Soba, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes. Enseignant également, notamment du droit public à l'Université de Douala. C'est bien ça. Merci d'être là. Et puis Charles Gafonga, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de STV. Vous êtes journaliste, enseignant de journaliste, il faut le dire aussi. Vous êtes syndicaliste, vous êtes d'ailleurs par ailleurs militant, mais c'est davantage l'expert des questions, ou du moins des médias, l'homme de médias qu'on a sollicité ce soir. Mais il n'est pas fortuit de rappeler que lors de des dernières élections, notamment municipales, vous étiez engagé sous les couleurs du SDF. Merci d'être là. Transition et puis premier thème. Alors, parlons de cette rentrée parlementaire. Pépin Bikaï, les députés sont donc réunis à Yaoundé depuis ce matin dans le cadre de cette 10e législature. Ce sera une question à tout le monde. D'entrée, que peut-on attendre de cette législature qui est nouvelle pour les 5 prochaines années avec de nouveaux partis, des anciens, de nouvelles figures, des interrogations d'ailleurs au perchoir, si le bureau sortant sera reconduit, notamment le président Kavaye Djibril. Autant de défis qui attendent cette Assemblée nationale au moment où le Cameroun, comme on le sait, traverse une crise sociopolitique, mais également est engagé sur d'autres fronts, notamment sportifs, avec l'organisation du CHAN et bien d'autres, et des défis, je l'ai dit, sociaux. Non, le
le Parlement fait partie des trois pouvoirs qui généralement animent la vie politique d'un État, à savoir le pouvoir législatif. Et cette 10e mandature qui a commencé cet après-midi, ou alors ce matin, forcément s'inscrit sur le signe de la vitalité de la démocratie camerounaise. Voyez-vous, nous sommes dans une situation de crise depuis près de 4 ans maintenant, avec les premières attaques de Boko Haram, mais un peu plus tôt, avec l'insécurité qui planait déjà en Centrafrique et qui a fait en sorte qu'une partie de la région de l'Est avait été envahie à cette époque-là. Et les conditions d'organisation de cette élection étaient assez particulières. Et le contexte nous a permis d'avoir de nouveaux visages, aux nouveaux usages certainement. On a donc de nouveaux partis qui arrivent. On a par exemple le PCRN de Kabla Libi. On a le parti d'Issa Tiroma Bakari aussi, qui entre nouvellement au Parlement. On a également le parti de Pierre Kwemo, qui est UMS. C'est un nouveau parti, mais c'est un ancien parlementaire qui a quitté la Chambre il y a 11 ans de cela. Mais la grande attraction peut être focalisée forcément sur l'arrivée de M. Libi à cette Assemblée nationale. On le sait, excellent tribun, quelqu'un forcément qui va essayer d'apporter une nouvelle coloration, un nouveau son de cloche à cette Assemblée nationale. Et on le sait également, un excellent travailleur, quelqu'un qui est très cultivé. Forcément, comme on a souvent coutume de le dire dans nos milieux de réflexion, il va certainement mettre ses élus députés au travail, par la qualité et la pertinence de ses interventions. Là, je n'en doute pas. Mais quel qu'en soit le cas, rien ne va changer, parce qu'au-delà de l'animation dont je fais état sur la personne de M. Libi, on ne va pas avoir un très grand changement, parce qu'il faut le dire, on a toujours coutume de considérer l'Assemblée nationale, la chambre basse du Cameroun, comme étant juste une caisse d'enregistrement, parce que la majorité du RDPC, à peu près 139 députés sur les 169 que compte le Parlement à l'heure actuelle, et avec la discipline du parti qui est propre à cette formation politique, on sait que rien ne va bouger. Normalement, parce que tous les députés du RDPC, forcément, vont s'abstenir à respecter le mot d'ordre de leur parti. Mais il y a les nouvelles figures. J'ai oublié de citer également l'ancien ministre, le ministre Issa Tiroma Bakari, qui est également un excellent tribun, et dont on peut espérer qu'avec son expérience politique, il pourra donner une nouvelle coloration à cette Assemblée nationale. Merci. Il est frappé par l'immunité. Ambroise Somba, votre première lecture au moment où cette session parlementaire, qui d'ailleurs doit commencer par le vote du bureau de la Chambre, s'ouvre. Quelle est vos premières attentes, votre première lecture? Je dois pouvoir dire que le Parlement est en train de respecter la tradition, c'est-à-dire qu'après la publication et la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, le deuxième mardi qui suit, il faut la tenue de la session ordinaire, qualifiée de session ordinaire de plein droit, et qui est une session très importante dans le sens où il faut déjà, d'entrée de jeu, vérifier les incompatibilités. Parce que, et plus tard, on remettra les attributs aux différents élus. Et il faut également signaler que le Parlement camerounais joue un rôle très important. Et dès que les missions sont connues, elles sont classiques. Il y a d'abord l'élaboration des lois, il y a le contrôle de l'activité gouvernementale. Et la toute dernière mission qui est dévolue au Parlement camerounais, et à tous les autres parlements, bien entendu, c'est la mission de représentation. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale représente la nation, et le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées ainsi que les grandes catégories sociopolitiques. Je suis davantage convaincu qu'avec la nouvelle configuration aujourd'hui de notre Parlement, surtout de l'Assemblée nationale, le jeu démocratique va véritablement se faire au niveau de cette Chambre. Parce que il y a, en plus du RDPC, si mes souvenirs, si ma mémoire ne subit aucune infidélité, il doit y avoir 7 formations politiques en plus. Donc ça fait de sorte que on s'attend à un véritable jeu démocratique, à une véritable mission sur l'élaboration des lois, sur le contrôle de l'activité gouvernementale, et surtout que notre Assemblée nationale cesse d'être ce qu'on appellerait vulgairement une chambre d'enregistrement pour devenir une chambre d'amendement. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les projets de loi
surtout que les propositions de loi sont les moindres, mais que tous les projets de loi qui proviennent du gouvernement puissent quand même être passés au fin de pain pour que les lois ne soient plus, je ne veux pas utiliser l'expression d'un artiste, les loisirs, mais que les lois quand même reflètent la représentativité du Parlement camerounais. Et surtout que, vous voyez aujourd'hui, le souci qu'on a pour notre Parlement, c'est que les questions sociales qui sont les plus pointues et qui sont les plus aiguës doivent être traitées au niveau de notre Parlement. Donc, j'appelle de tous mes voeux pour que, aux prochaines sessions qui s'ouvrent, que dès que le travail officiel va démarrer, que notre Assemblée nationale mette à l'ordre du jour la question, justement, aujourd'hui, sempiternelle, qui veut plomber l'État du Cameroun, celle de la crise anglophone. Joseph Moutouzé, sur cette session parlementaire qui démarre, quelles sont vos attentes éventuellement? Quel regard des enjeux évidemment de l'heure? Votre première lecture alors que les députés sont réunis depuis ce matin à Yaoundé? Oui, je salue déjà l'ensemble des députés RDPC. Je crois qu'actuellement, en attendant les 11 qui viendront après, le RDPC qui est mon parti, que je représente ici ce soir, a 139 députés. Je salue tous ces députés qui vont valablement représenter mon parti à l'Assemblée nationale. Et je continue à faire confiance à l'action du Parlement camerounais. Comme cela a souvent été dans le passé, je crois que ça ne va pas changer, ça va continuer. Je m'amuse souvent à écouter les Camerounais parler et dire ceci. Au Cameroun, nous avions de très bonnes lois. Même ceux qui sont contre ceux qui votent ces lois aiment à dire que le Cameroun a de très bonnes lois. C'est vrai qu'ils en rajoutent souvent en disant que c'est parfois l'application qui pose un problème. Alors, si c'est unanimement accepté qu'au Cameroun, nous avons de très bonnes lois, ça veut dire que le Parlement, qui est l'acteur principal de la production de ces lois, vous savez, les lois peuvent être produites soit par le Parlement, à travers soit des projets de loi ou des propositions de loi, ou alors par le président de la République, à travers des ordonnances. Ça veut dire que tous les acteurs qui sont au sein de la production de ces lois, que ce soit le président de la République qui prend les ordonnances, ou encore l'Assemblée nationale qui vote ces lois à l'Assemblée nationale, c'est deux acteurs majeurs qui renforcent l'ordre juridique camerounais dans le bon sens. Et je sais que, comme cela s'est toujours passé, nous allons continuer à travers le député RDPC qui sont en majorité à l'Assemblée, continuer à gratifier notre pays de ces bonnes lois. Et nous allons davantage, dans le cadre de la politique du RDPC, qui s'articule aujourd'hui parce que notre numéro 1, notre champion, son excellent Paul Biya, a qualifié de septennat des grandes opportunités, veille à ce que l'application et l'applicabilité de ces lois soient au même niveau que ces lois même qui sont déjà donc acceptées par l'ensemble des Camerounais. Je fais confiance au Parlement, je fais confiance aux autres partis qui ont choisi de prendre part à cette élection et qui, depuis aujourd'hui, sont donc à l'Assemblée nationale. Et je voudrais particulièrement féliciter le PCN avec son président Cabral Libi et notre jeune député de Douala. Vous direz comme certains que c'est l'attraction de cette rentrée parlementaire. Notre jeune député de Douala, Vouri-Est, Nouran, qui sont ces jeunes qui vont forcément apporter une lumière supplémentaire au Parlement camerounais. Charles, votre première lecture de cette Assemblée nationale au moment où la session s'ouvre? Oui, je constate que le docteur Louison ici a apprécié le fait que la session de ce jour ait été tenue à date. Je crois que c'est le contraire qui nous aurait surpris, car une institution comme le Parlement a l'obligation de respecter quand même les gestions de la République. Donc on ne peut applaudir parce qu'ils l'ont respecté. Maintenant, on croit que quelque chose de nouveau peut parvenir ou provenir de cette
de cette assemblée totalement obèse avec 139 députés sur 167 qui sont acquis à un parti politique, notamment le RDPC, et croire que de cela, quelque chose de différent peut y ressortir. Je crois qu'on a tout faux. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir comment faire pour que cette assemblée ne soit plus une caisse de résonance qu'elle a toujours été. Louis on ici a fait allusion au rôle des députés, mais voyez-vous, par le passé, on n'a jamais vu une proposition de loi émanant d'un député RDPC à l'Assemblée nationale. La plupart des propositions qui sont sur la table des députés sont des problèmes de l'exécutif. Ça, on l'a toujours vu. Et on a également vu qu'en ce qui concerne l'action gouvernementale, le contrôle de l'action gouvernementale, qu'est-ce qui a été fait? Voyez-vous, les ministres sont interpellés à la suite des questions orales. Et on sait très bien comment est-ce que ces questions orales sont sélectionnées. Vous devez rédiger vos questions longtemps à l'avance, vous soumettez à une chambre qui les apprécie. Et assez souvent, le jour dit, vous êtes même surpris que votre question arrive. Le député, le ministre va préparer toutes les réponses et il revient les lire, les dicter. Donc, quand on parle de la coordination gouvernement, on ne voit pas très bien cela. Et on se pose la question de savoir en quoi et pourquoi est-ce que cela changera aujourd'hui avec le même Parlement, avec le même parti RDPC, qui a 139 députés aujourd'hui en attendant les 13 autres qui pourraient être, qui seront élus par la suite. Donc aujourd'hui, on se dit, comment faire pour que notre assemblée cesse d'être une véritable caisse de résonance, pour devenir une assemblée qui joue véritablement le rôle qui est le sien, qui devient une assemblée qui représente véritablement la population, la nation. Et voyez-vous, le SDF que je connais mieux, s'est battu assez souvent pour qu'on puisse inscrire au débat, lui a également évoqué ici, la question anglophone. Mais jamais cela n'a été fait. Qu'est-ce qui nous fait croire aujourd'hui que cela sera inscrit? Pourquoi le ferait-il aujourd'hui alors qu'ils ne l'ont pas fait hier? Donc, vivement que ceux qui vont à l'Assemblée décident de rentrer dans l'histoire et de marquer vraiment leur présence avec les jeunes qui arrivent. Mais je pense que cette année, on va avoir simplement une certaine animation. Mais dans le fond, en ce qui concerne le rôle qui est véritablement dévolu aux députés, nous ne croyons pas que les choses pourraient changer. Mais notre rôle aujourd'hui, c'est de mettre peut-être la pression, mettre la pression sur ces élus-là pour qu'ils jouent le rôle qui est le leur, pour qu'ils nous représentent vraiment, au lieu d'aller applaudir, comme on l'a souvent vu certains qui dorment et qui sont surpris que l'orateur soit arrivé à la fin de son exposé et c'est l'insultement pour applaudir. Sans surprise, on pourrait dire les habitués de ce Parlement, Ambroise Soba, le RDPC, le SIF, l'UDC sont toujours en poste. On constate bien qu'ils sont là. Il y a des nouveaux, le PCRN, le FCNC, SNC de Issa Chourouma, l'UMS, et puis le grand absent, le MRC, qui n'est d'ailleurs pas parti à cette élection, l'UPC, qui a connu de fortunes diverses dans les résultats de ces élections. On peut penser, au regard de ce nouveau maillage, d'un Parlement relativement différent, contrairement peut-être à ce que disait à l'instant Charles. Je l'ai indiqué dans mon propos prélégomènal que la configuration aujourd'hui qui fait intervenir nombre de partis politiques, un peu plus que la législature qui s'est achevée, peut être un élément indicateur de ce que cette démocratie qui est implémentée par nos assemblées politiques délibérantes, surtout l'Assemblée nationale, peut justement connaître des avancées. Vous savez que le pouvoir d'amendement, je dois vous dire, dans les 3 dernières années, c'est beaucoup plus les membres, les députés du RDPC qui ont provoqué les éléments indiquant, mettant en œuvre les techniques d'amendement. Donc, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est qu'avec l'arrivée des nouvelles obédiences politiques, je dis bien, tout peut bouger. Tout peut bouger. Et je peux peut-être simplement regretter le fait que le fait majoritaire ne doit pas annihiler un certain nombre, de propositions, un certain nombre de manifestations qui puissent venir des uns et des autres. Parce que vous savez que le rôle de notre Assemblée aujourd'hui est un rôle important dans l'expression vivante de notre démocratie. Et redisons encore une fois de plus que quand vous regardez aujourd'hui cette configuration, je ne suis pas pessimiste de ce que quelque chose peut bouger. Je peux reprendre ici les propos du professeur Yaoundé qui disait que démocratiser, c'est introduire des nouvelles institutions, mais c'est aussi introduire des nouvelles personnes qui peuvent avoir des idées novatrices pour amener au changement. Donc, ce que je déplore simplement, c'est que
nos députés, surtout venant du RDPC, qui sont plus majoritaires, parce que vous savez, avec le fait majoritaire, le président de la République a tous les moyens possibles de gérer son pouvoir sans difficulté. Parce qu'étant déjà majoritaire au Parlement, il a les moyens nécessaires. S'il veut faire prospérer ou faire passer un projet de loi, ça ne lui prendra pas des jours. C'est-à-dire qu'à travers le fait majoritaire, cela est possible. Et vous savez également qu'à travers le fait majoritaire, le président de la République, justement, que ce soit de manière opportune ou que ce soit de manière stratégique, ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que justement, il a déjà la majorité à ce Parlement. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que notre Assemblée nationale aujourd'hui, puisqu'elle représente le peuple, doit s'investir à régler les problèmes du peuple. Vous avez vu tout à l'heure, j'insistais sur la question de la crise anglophone. Parce que aujourd'hui, quand on vient organiser le grand dialogue national, non, ces questions devaient d'abord être préalablement réglées, discutées devant l'Assemblée nationale et voir dans quelle mesure, peut-être pour élaborer une loi qui puisse faire intervenir le jeu de la navette parlementaire. Ou faire l'inverse, ce qui a d'ailleurs été fait, laisser les différentes opinions s'exprimer, prendre des résolutions et éventuellement, d'ailleurs pas éventuellement, et les soumettre ces résolutions au Parlement, puisque le Sénat avait également été invité à ce débat, au Parlement pour les rendre en loi et les appliquer. Je pense que c'est le process que le gouvernement a... Vous savez, ce qui est issu du grand dialogue national, ce sont des recommandations qui, à mon sens, dans la conception juridique, ne sont que des avis simples, encore moins peut-être obligatoires, mais qui ne sont pas des avis contraignants. Donc, pour cela, il faut pouvoir indiquer que ces questions-là, dans un pays normal où la démocratie est effective, le Parlement, à travers l'Assemblée nationale, devait d'abord s'accaparer le problème, puisque, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un problème éminemment social aujourd'hui qui est en train de faire piquer le nez à l'État du Cameroun. Donc, il est important que notre Parlement, à travers l'Assemblée nationale, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui représente la nation, puisse s'approprier les problèmes de la nation et les résoudre au niveau du Parlement. Et vous savez que, c'est eux qui le disaient tout à l'heure, nous avons des bonnes lois, mais leur application est problématique. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait donc que les lois qui sont produites fassent l'objet d'une saine application pour que le pays et que les citoyens, aient des rapports harmonieux, aient des rapports justement constants qui ne sont pas faillibles dans le sens justement d'attenter à la cohésion sociale. Sous réserve des résultats partiels qui interviendront au-delà du mois de mars, le RDPC part déjà avec 139 députés. Que peut véritablement l'opposition dans cette assemblée? Sachant que, évidemment, le RDPC évolue généralement sous le label de la discipline du parti, mais sachant que le rôle des députés de l'opposition qui veulent peut-être se faire entendre serait également réussir à faire des lobbying assez pointus pour faire entendre leurs propositions de loi ou alors quelle peut être l'influence de l'opposition, l'impact de l'opposition dans cette assemblée à travers les projets de loi, éventuellement. Il faut déjà noter que l'opposition n'est pas un parti politique. C'est-à-dire l'opposition dans ce Parlement s'est conçue à peu près de six partis politiques qui ont une idéologie et une vision du Cameroun assez du moins différente pour l'ensemble des deux concepts. Bon, maintenant, de manière individuelle, dans cette opposition-là, on peut également faire une catégorisation. On a par exemple l'UNDP, parce que vous l'avez oublié de citer, voilà, qui est dans ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Ça veut dire que l'UNDP ne pourra pas se... Pas que, le FSNC aussi. Je vais y arriver. Donc, on a l'UNDP, on a le FNC, Front National pour le Salut du Cameroun, qui sont déjà dans la majorité présidentielle depuis plusieurs années maintenant. Donc, ils ne pourront pas se comporter comme étant les partis issus de cette grande famille de l'opposition. Déjà, il faut le comprendre. Et maintenant, on a des nouvelles obédiences politiques qui arrivent, notamment le MDR, on l'a oublié, qui est également dans le Parlement et qui est aussi dans la majorité présidentielle depuis plusieurs années, depuis 1997, si je ne me trompe pas. Donc là, on se retrouve avec à peu près 3 ou 4 partis politiques, c'est-à-dire le PCRN, le SDF, l'UMS et l'UDC. Bon, l'ensemble de ces partis-là réunis forment à peu près un groupe parlementaire. C'est-à-dire que s'ils décident de taire leur ego, de fusionner, de taire les questions idéologiques et puis de travailler sur la question des ressources humaines, ils peuvent se retrouver accessoirement
avec un groupe parlementaire. Et dans ce groupe parlementaire, si le règlement intérieur l'interdit. Voilà. Donc, ils peuvent donc avoir un groupe parlementaire virtuel, voilà, où ils vont se comprendre avec les yeux et essayer à chaque fois d'orienter le débat dans l'optique de faire peser la balance de leur côté. Mais il faut le dire, moi je reste assez pessimiste. Il n'y aura pas un grand changement dans ce Parlement. Cette mandature, il va gagner en animation. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on a la présence de M. Liby qui sort d'une élection de 2018 avec un pourcentage que jamais aucun autre candidat n'avait eu, quelqu'un qui sortait du quartier, et puis qui a eu 6%. Ça veut dire qu'il restait quelqu'un d'extrêmement populaire. Et je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, c'est un excellent sophiste. Et c'est quelqu'un qui sait mettre les autres au travail. Donc, pour l'animation du Parlement, la qualité peut-être des débats, la qualité des questionnements, là, on ne doute pas. M. Liby et l'ensemble de son équipe vont animer le Parlement. Mais dans le fond, le RDPC, il est difficile de dissocier le RDPC de l'État. Donc, on va rester dans cette discipline du parti, dans ce mot d'ordre, et tout naturellement, comme un jeu d'échecs, le RDPC va pousser ses pions et il va être capable de contrôler et de pouvoir orienter les grandes décisions du Parlement. La même question, hein, mais je vais un peu inverser les rôles. Est-ce que la majorité obèse du RDPC n'est pas sa première faiblesse dans ce Parlement? J'ai failli dire son premier caillou dans la chaussure, d'autant plus que tout le monde attend quand même un signal fort des députés face aux défis de l'heure, notamment la crise sociopolitique. Est-ce que le fait de venir déjà avec ces 139 députés ne biaise pas le débat dans le sens premier du terme à l'Assemblée nationale? Vous savez, Dipita, vous ne pouvez pas faire le procès au RDPC d'avoir une majorité, même qualifiée d'obèse. Tout parti politique qui va à une élection a pour objectif de remporter tous les sièges. On a vu dernièrement en France comment le parti de Macron, à la dernière élection législative, a fait le raz de marée, l'élection qui a suivi la présidentielle. Donc, c'est normal, lorsqu'on va dans une élection, on va avoir la note maximale. Vous-même, lorsque vous étiez étudiant à l'école de journalisme, si vous avez moyen d'avoir 20 sur 20, est-ce que vous aurez lésiné? Pas du tout. Donc, ça ne peut même pas faire l'objet d'un procès ici, la majorité du RDPC. Mais maintenant, pour que le RDPC puisse véritablement traduire la vision de son chef, qui est le président de la République, au même moment, pour qu'il puisse traduire la vision d'un Cameroun émergent en 2035, pour que le président de la République puisse traduire sa vision d'un septennat de grandes opportunités, il faut qu'il ait toute la dynamique exogène qui lui permet de pouvoir paisiblement poser ses actions, mettre en œuvre cette vision, transformer cette vision en action pour atteindre donc les résultats que les Camerounais atteignent. Vous savez, le rôle central de l'État et le premier rôle du président de la République, c'est d'apporter le bien-être aux Camerounais. Et c'est ce que le président de la République, son excellent Paul Biya s'attelle, depuis qu'il est au pouvoir, apporter ce bien-être. On ne va pas revenir sur des faits saillants ici. J'ai souvent dit à certains endroits que le côté le plus remarquable, c'est que avec le président Paul Biya, on a eu de nombreuses universités publiques, de nombreuses universités privées. On a eu des écoles, des lycées et des collèges au Cameroun sur chaque 10 km à la longue. Or, c'était absolument difficile. Ces profondeurs se demandent pour quelle qualité. Passé, mais vous savez, aucun se demande si ce sont pas que des bâtiments. Vous savez, Dipita, lorsque moi j'entrais en seconde, en 1989, dans tout le département du Dialogue, il y avait un seul lycée. Et dans les arrondissements qui lui sont rattachés, il y avait des collèges d'enseignement secondaire. Pour entrer, continuer en seconde, c'est
les candidats venaient de tous ces établissements et aussi des collèges privés qui étaient à côté. Il y a beaucoup de générations de Camerounais qui ont été obligés de ne pas traverser la seconde parce que la compétition pour aller continuer en classe de seconde était rude. Or aujourd'hui, même dans les villages les plus reculés, nous avions des établissements qui partent de la 6e en terminale. Or la vision d'un dirigeant, c'est d'abord éduquer son peuple. Et c'est pour ça que vous voyez sur les plateaux de télévision et même dans les médias, la virulence avec laquelle ces gens-là critiquent le régime aujourd'hui, c'est parce que le régime de Paul Biya leur a donné les armes en les formant, en créant des écoles pour pouvoir les former pour qu'ils fassent des bons collèges, des bonnes universités. Et maintenant, lorsque ce régime les a formés, ils deviennent virulents comme vous les voyez sur les plateaux de télévision aujourd'hui. On dit souvent chez nous que tu finis de soigner les pieds de quelqu'un et il est le premier qui te tue de course parce que tu as oublié de le poursuivre partout. C'est exactement. Moi je dis, nous on est contents du débat actuel, même si parfois ça sort du cadre normal, du cadre réglementaire. C'est au moins un indicateur que les Camerounais sont bien formés. Et si les Camerounais sont bien formés, c'est un indicateur de bonne gouvernance, ne serait-ce que sur le plan éducatif. Merci. Je peux citer des exemples comme ça à l'appel pour dire donc que le président de la République est resté constant dans son rôle qui est d'accorder le mieux-être au Cameroun et pour qu'il puisse mener cette action de façon paisible et cohérente, il aurait fallu à chaque fois qu'il ait le Parlement qui lui permet d'avancer. Mais maintenant, nous encourageons qu'il y ait beaucoup de partis qui soient représentés aujourd'hui. Et comme nous, au RDPC, on prône l'ouverture, on prône le dialogue, on prône l'écoute, nous allons profiter donc de ces partis qui viennent de s'ajouter au Parlement aujourd'hui pour véritablement former un alliage, s'ils le veulent, qui va permettre aux Camerounais d'aller encore davantage en avant. Charles, quels peuvent être les moyens de pression des autres partis qui ne sont pas le parti au pouvoir pour se faire entendre véritablement? À titre d'illustration de ma question, je voudrais reprendre par exemple le SDF qui a essayé plus d'une fois de mettre en débat la question de la crise anglophone lors des précédentes sessions. On a d'ailleurs vu à un moment, les députés du SDF ont empêché le déroulement des débats. Souvent, ils sont sortis lorsque les débats se poursuivaient et ils disaient tant que la crise anglophone n'est pas sur la table pour qu'on en discute, il ne sert à rien de venir dans cette salle. Je reprends, la question est donc de savoir quels sont les moyens de pression que peuvent avoir les députés qui ne sont pas de la majorité pour se faire entendre pour des problèmes aussi cruciaux comme cela. Vous avez pris ici un exemple qui est patent, hein, c'est-à-dire le rôle joué par le SDF de la dernière législature. Vous avez rendu compte qu'en dépit de tous les efforts faits par le SDF, qui avait un groupe parlementaire à l'époque, ils n'ont pas pu faire inscrire cette question au débat. Donc aujourd'hui, quand on regarde, quand on fait la comptabilité, la somme de tous les partis, l'opposition représentée, on se rend bien compte que même en unissant toutes leurs forces, cela ne sera pas possible. Donc si cela n'a pas été possible hier, on se demande bien pourquoi cela le sera aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, les moyens de pression aujourd'hui viendront de la presse, viendront davantage des citoyens qui ont élu ces députés. Si nous continuons dans les médias, à travers les tribunes que nous donnons à des leaders d'opinion, à des Camerounais qui s'expriment, qui réclament qu'un véritable débat soit ouvert à l'Assemblée, on se dit que cela pourrait faire bouger les lignes. Mais on se demande encore avec une telle majorité et avec l'obligation de respecter la discipline du parti, on se demande bien comment est-ce que cela pourrait bouger. Mais si on s'en tient à ce qui s'est fait aussi en Grande-Bretagne, où on dit souvent qu'il depends on where you sit. Une fois que vous avez élu, par exemple, un député, assez souvent, on voit que c'est les gens qui prennent leurs responsabilités une fois au Parlement. Donc on se dit aujourd'hui que peut-être ce sursaut d'orgueil, là, on ne sait pas. S'il pourrait arriver des députés, de ces jeunes qui ont été élus, qui se disent une fois de plus, moi aussi, je peux imprimer des mémoires que mon passage à l'Assemblée nationale et fait bouger les lignes. Mais dans le fond, vraiment, il ne faut rien espérer. Mais je pense qu'on crée un rapport de force. Les citoyens qui ne sont pas à l'Assemblée, en interpellant tous les jours ces députés-là, lors des rencontres, je ne sais pas, à travers des lettres ouvertes, à travers des débats
surtout qu'on a aujourd'hui les médias qui nous donnent cette opportunité-là, cela pourrait faire bouger les lignes. J'ai vu par le passé des personnes, des citoyens, hein, qui concoctent tous des projets de loi et qui les font porter par les députés. Parce que j'ai été dans une dynamique qui a préparé un projet dans ce sens-là, avec des experts, et il a été difficile à ce moment-là de trouver même un député qui devait seulement tenter de porter le projet. Mais on a réussi à en trouver un qui est très courageux, un député littoral très courageux, qui avait porté le projet. Donc, il faut donc que les Camerounais se mobilisent dans ce sens-là. Parce qu'assez souvent, même ces députés-là, ils vont simplement pour leurs intérêts égoïstes. Hein. Donc, ils n'y vont pas forcément pas les servir. Mais si on les pousse, si on fait le travail pour eux, peut-être que ça fait bouger la ligne. Mais si je vois un peu la configuration de cette assemblée-là, si je vois l'obligation de respecter la discipline du parti, et si je vois encore la même faute du président Paul Biya ou encore des cas du RDPC sur ces députés-là, j'ai envie de croire qu'il sera difficile que les lignes bougent. Mais il y a un enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est le renouvellement du bureau de l'Assemblée. On a quand même vu qu'en interne, même les militants du RDPC ont vomi l'actuel président Kavaye Yege Djibril, celui qui était encore président. Comment ça peut s'il est élu? Donc, non, il a pu être élu. On a même vu qu'au niveau de sa circonscription, il a quand même reçu des pots de banane. Donc, on se dit, est-ce que le RDPC aujourd'hui pourrait écouter ces militants qui ne sont plus d'accord avec ces caciques-là? Est-ce que les Camerounais qui, pendant 28 ans, pourront avoir 28 ans, ont connu la même personne, pourront avoir un autre nom inscrit dans les livres d'histoire? C'est-à-dire qu'après 28 ans, on va demander à quelqu'un qui était à l'école primaire, il n'a connu qu'une seule personne qui est Kavaye Yege Djibril. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre en compte le fait qu'il n'ait pas tous ses moyens? On a appris qu'il a été évacué en Europe et qu'il sera de retour de moment à l'autre. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut tenir compte de tout cela pour au moins essayer de renouveler le bureau de l'Assemblée? Je crois que c'est là le véritable enjeu. C'est ce que les gens attendent. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un de différent qui puisse avoir un discours différent de celui de Kavaye, qui est un discours vraiment non, de zélé, hein, on l'a souvent vu, hein, et parfois qui prend des positions assez... des positions qui ne font pas vraiment avancer. Vous avez souvent vu ces positions. Et il a souvent été même plus dur que certaines personnes qui gèrent. Pour un président de l'Assemblée, les discours d'ouverture, parfois de clôture des sessions, ne sont pas des discours qui méritent de rentrer dans l'histoire. En disons effectivement, la question du bureau de l'Assemblée, elle est centrale, notamment cette session d'ouverture. Peut-on s'attendre à des surprises? Vous savez, ce que je sais, en étudiant le droit parlementaire, ce que je sais, c'est que lorsque un bureau politique reste stable et pendant de longues années, cela permet psychologiquement de faire naître l'idée de ce que rien ne peut changer parce que rien ne peut bouger. Donc, je reste quand même convaincu de ce que si cette assemblée, si ce bureau politique aujourd'hui a en place, c'est-à-dire que le Parlement, l'Assemblée nationale camerounaise a un nouveau président, ça peut augurer un élan d'attente, c'est-à-dire que sur le plan positif. Parce que, et là je suis tout à fait d'accord avec Pépin, qui estime que, en réalité, si on ne peut voir que la même figure emblématique de Kavaye Yege Djibril qui reste au perchoir de l'Assemblée nationale, tout de suite, on va même plus se fier à l'obésité parlementaire de ce parti, mais les gens vont toujours rester dans la même configuration psychologique que, en réalité, rien ne va bouger parce que c'est le même président qui est là depuis des années. Mais moi, je voudrais indiquer un fait, c'est que aujourd'hui, notre Assemblée nationale n'a plus un problème, n'a plus forcément un problème de représentation, mais un problème de représentativité. Parce que, regardez aujourd'hui, on a plus de jeunes, même au sein du RDPC. Moi, j'essaie de regarder, il y a un peu plus de jeunes qu'à la dernière législature. Donc, ce que nous nous attendons, c'est quoi? C'est que si ces jeunes peuvent oser, parce que c'est ça, peuvent oser, bien entendu qu'ayant à la tête une épée de Damoclès qui est la discipline du parti. On a vu ce que cette discipline du parti a produit ici lors de l'élection du maire de la ville. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la démocratie, c'est même quoi? C'est une gouvernance par la majorité, sous le contrôle de l'opposition, avec justement l'arbitrage du peuple. Parce que le peuple doit arbitrer, parce que vous savez que la dernière mission d'une élection, c'est la mission sanction. C'est-à-dire que quand le dirigeant qui est élu, qui a bénéficié des suffrages, n'arrive pas
à accomplir, ou du moins à respecter toutes les promesses qu'il a faites à l'endroit des électeurs. Et ces derniers ont une possibilité d'assurer ce qu'on appelle l'élection sanction. Donc ce que je pense, et au regard de l'avancée démocratique de notre État, il serait donc de bon temps que nos parlementaires puissent comprendre que les lois qu'ils élaborent sont celles qui structurent la vie d'un État. Et à partir de là, il ne faudrait pas s'amuser. Parce qu'ils n'en sont pas suffisamment conscients. Ils en prennent conscience, mais je pense qu'il y a plus en la matière des intérêts égoïstes personnels qui prévalent sur les intérêts collectifs. C'est vrai que Benedjel John Moe disait déjà que le député doit servir pour la nation, mais vous avez souvent vu, quand il leur arrive le moment de réclamer encore et à cri leurs indemnités, ça ne tarde pas. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on doit espérer avoir une Assemblée nationale qui ose. Qui ose, parce qu'aujourd'hui, moi je dois vous dire, avec le jeu de la navette, nos lois sont un peu plus crédibles. Parce que, vous voyez, prenons la loi sur, je me rappelle, la loi sur l'immunité des ministres, qui est le projet de loi qui avait été posé. Vous convenez à voir que l'Assemblée nationale avait laissé passer cela comme un coup d'épée dans l'eau. Il a fallu la vigilance et la sagesse des sénateurs pour essayer de leur dire que non, écoutez, quand même à ce niveau, on peut mettre un peu du tampon parce que c'est un peu trop grave. Donc, ce que je dis, c'est simplement que une assemblée, ou du moins un parlement dans un État, a un rôle important, puisque le fonctionnement du Parlement permet également que la société puisse avancer, la société puisse être organisée autour des lois qui permettent la société de vivre en harmonie. Et si rien ne fait en termes de modification, c'est pourquoi je vous citais tout à l'heure la belle phrase remarquable du professeur Paul Yaoundé, qui disait que démocratiser, c'est quand même introduire des nouvelles institutions, c'est d'introduire des nouvelles personnes. Parce qu'avec les nouvelles personnes, on a plus la sensation d'aller vers des innovations. Parce que quand on conserve à la tête depuis 28 ans, comme c'est tel est le cas, je pense pour ma part que ça cause quand même un problème. Et ça renvoie l'image de notre Assemblée nationale comme une chambre non plus d'enregistrement, encore moins une caisse de résonance, mais une chambre d'applaudissement. Joseph, peut-on s'attendre à une surprise au perchoir? Enfin, tout est possible. Hein. Vous savez, dans chaque chose, il y a plusieurs probabilités. Donc il n'y a aucune probabilité d'occurrence, de survenance qui soit égale à 1. Donc c'est clair que lorsqu'il faudrait élire le bureau de l'Assemblée nationale, il y a une probabilité que le président Cavaillé soit reconduit, tout comme il en existe une qui peut arriver qui ne soit pas. Mais pour ma part, si j'avais à me prononcer sur le plan personnel, ça n'a rien à voir avec la vision de mon parti. Si j'avais à me prononcer, j'opterais pour un changement quand même à la tête du Parlement. Vous savez, nous avions déjà quelqu'un de suffisamment sage, intelligent, conscient des enjeux sur le plan national, qui est le président Paul Biya. Donc, tant qu'il est à la tête du Cameroun, même si ses relais en bas peuvent changer, nous avions l'assurance que les choses vont continuer à fonctionner dans le bon ordre. Donc, encore que ces derniers temps, on nous a fait savoir que le président Cavaillé avait des petits soucis de santé. Si tel est le cas, pourquoi on ne le libérerait pas de cette fonction qui est quand même suffisamment épuisante aussi pour qu'il puisse normalement avoir le temps de se soigner et de se régénérer. Donc si j'avais une opinion à donner, j'opterais pour qu'il y ait du sang neuf au perchoir de l'Assemblée nationale et qu'on tienne compte de tous les autres partis pour la formation de ce vaste bureau qui n'a pas que le président de l'Assemblée, qui a aussi les vice-présidents et d'autres membres, les questeurs, les secrétaires et tout ça, que cela soit vraiment un cocktail qui peut permettre que les choses puissent véritablement avancer. Et je terminerai pour dire que la loi au Cameroun dit que le député n'a pas un mandat impératif, c'est-à-dire que lorsqu'on est élu député, on n'est plus le député d'une région ou d'un parti politique, on est d'abord le député ou bien du circonscrit électoral, on est d'abord le député de la nation. Et je pense que ces députés sont des Camerounais.
ils ont en esprit aussi le bien-être des Camerounais, ils ont en esprit que le Cameroun doit avancer. S'il y a des questions cruciales qui touchent l'avenir du Cameroun et qu'ils sont donnés à se prononcer là-dedans, j'ai fait confiance du député du RDPC pour qu'il puisse avoir de la clairvoyance qui lui permet de faire les bons choix. Moi, j'ai fait confiance aux députés de mon parti. Juste une seconde. Ça a été flamboyant aujourd'hui de voir quand même une doyenne d'âge présider cette session de plein droit. Vous savez que si Kaba Yegué-Duby était là, c'est lui qui allait le présider. En tant que doyen d'âge. Donc, je vous dis, l'image seule a reconforté les uns et les autres. Donc, un souci de changement à cette tête peut donner un regain d'espoir pour le rayonnement de notre Parlement. Oui, vous voulez ajouter? Je veux m'inscrire en droite ligne avec mes copains de Miss, Dr Somba et puis Joseph Zé, pour dire que le fait que le président Kaba Yegué soit resté aussi longtemps à la tête du Parlement camerounais, on a comme l'impression qu'il y a un second métier dans ce Parlement qui s'appelle président du Parlement. Et je pense que le président Biya, comme disait Joseph tout à l'heure, a intérêt à redistribuer les cartes, au moins pour essayer de désamorcer les situations chrysogènes qui ne font que s'enchaîner à travers le pays, en essayant de renouveler sa classe dirigeante. Déjà, ça peut commencer par le Parlement, et puis ça peut se poursuivre avec le remaniement qui doit sanctionner l'ouverture de cette section parlementaire. Je pense que tout le monde le sait, c'est déjà dans les starting blocks. Et pour encore essayer de dire ceci, la dynamique nouvelle qu'on voudrait forcément aujourd'hui à la tête de cette nation doit se construire tout autour de la jeunesse. Nous étions aussi le 11 décembre lorsque nous analysons le discours du président de la République. Et à la fin de ce discours, on disait « J'ai besoin de vous ». Forcément, on avait dit ce jour-là qu'il mettait un pan de voile entre l'ancienne génération et il appelait à une conscientisation de la nouvelle génération à prendre les rênes de l'État. Donc même au sein du RDPC, il y a des figures nouvelles que le grand public peut découvrir, qui peuvent être à la hauteur des dirigeants parlement. Il y a des figures qui peuvent respecter cet équilibre sociologique entre le pouvoir du Sud, du Nord, ainsi de suite. Donc il est important qu'on essaye un peu d'explorer cette piste-là. Et puis il est important aussi que, pour une fois, l'entourage du président de la République se transforme en stratège. Parce qu'on a comme l'impression que le président de la République est entouré des militants et des sympathisants. Et on sait que le militant et le sympathisant, son objectif premier, c'est d'abord la préservation de ses intérêts. Il ne se projette pas. Il calcule que qu'est-ce que je gagne en posant tel acte. Et on le ressent. Ça pèse sur l'ensemble des décisions qui sont prises au sein de la nation. Donc pour une fois, il faudrait que les stratèges qui entourent le président jouent leur rôle de stratège et essayent de pouvoir apporter des solutions adéquates pour renouveler la classe politique camerounaise. Pour être complet avec votre intervention, il faut noter que la doyenne d'âge, c'est Madame Kwa Menge Laurentine. Voilà. Du moins, elle est Kwa Menge Laurentine, épouse Bédé. C'est l'épouse de l'ancien ministre de la Santé, qui est Joseph Bédé, qui, comme vous le savez, est décédé en mars 2019. C'est donc elle qui a ouvert les travaux et qui, pour l'instant, en attendant l'élection du bureau, préside ces travaux-là. Elle a quel âge? Je crois qu'on va rester poli. Elle est doyenne d'âge. A contrario, Charles, évidemment, on a vu quand même au-delà, vous savez, je veux dire que la question cruciale de l'heure, c'est la crise sociopolitique dans le Nosso. On a quand même vu que le gouvernement, dans ses positions de départ, a relativement évolué à travers le grand dialogue, à travers un certain nombre d'initiatives. Mais cette évolution n'a pas été observée au niveau du Parlement, tout au moins les anciennes sessions. C'est-à-dire que la crise du Nosso n'a pas été forcément en débat. Avez-vous le sentiment que les députés, notamment du RDPC, de cette législature, auront force et courage pour mettre la question, puisqu'elle peut être enregistrée si la majorité, non? Ou alors, je crois que, est-ce que cette question peut véritablement être portée et être mise en débat avec RDPC qui n'avait pas toujours souhaité le faire jusqu'à présent au Parlement, à l'Assemblée nationale? Ma réponse est péremptoire, hein. Elle est non. Elle est non, cela n'est pas possible. Pourquoi le ferait-il aujourd'hui?
C'est-à-dire qu'on peut-être parce qu'il a aussi évolué dans... Il a évolué dans... Ouais, même dans Pourquoi le l'escalade. ferait-il aujourd'hui? Ceux qui étaient là par le passé auraient pu le faire parce qu'ils étaient la plupart des anciens. Donc au début, on a commencé par le déni. Ils étaient pour la plupart des anciens. Mais aujourd'hui, on dit très bien qu'il y a eu un renouvellement. Quand des jeunes arrivent, ces jeunes auront-ils le courage d'affronter les aînés? Là où hier les aînés ont reculé, nous autres qui arrivons aujourd'hui, pouvons nous poser ça sur la table. Donc, par le passé, le SD avait un groupe parlementaire, c'est-à-dire qu'on pouvait agir à travers cet outil-là. Mais aujourd'hui, on n'a aucun parti d'opposition qui est là. Aussi, il faut compter sur les députés RDPC, j'ai envie de croire que non. Mais si les pouvoirs publics le veulent, si le président de la République le veut, cela peut se faire à travers les députés. Mais je ne pense pas que le cran viendra des députés eux-mêmes. Si le président dit... demande à un de ses députés de porter cela et de proposer, cela sera fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout ne partira pas du bureau national du RDPC, mais davantage même de la présidence de la République. Si la présidence le veut, cela sera inscrit. Mais tel que les choses avancent, je ne pense pas qu'on voudrait inscrire cela en débat. Dans la mesure, on vous dira que beaucoup de choses, ces choses ont été débattues pendant le grand dialogue national. C'est le discours ambiant aujourd'hui, que toutes les questions ont été discutées, que les résolutions ont été prises et maintenant on n'attend que l'implémentation. Donc je ne pense pas qu'à l'état actuel des choses, que cela puisse se faire. On peut mettre une pression, comme j'ai dit, on peut mettre une pression sur les députés à travers des interpellations, les lettres ouvertes, je ne sais pas, à travers les médias, pour qu'ils fassent bouger un peu les lignes, notamment en cessant d'applaudir à chaque fois. Comme des jeunes enfants de la maternelle, chaque fois que un proposé élément du gouvernement. C'est-à-dire que de tenter quand même de l'analyser un peu en profondeur, on peut arriver à cela. On peut également les pousser à, quelquefois, à s'interroger avant qu'un projet de loi ne passe comme une lettre à la poste. Mais dire qu'on peut, aujourd'hui, que par leur gré, ils peuvent décider de poser ce projet anglophone en débat, je crois que les études n'accepteront pas. Alors pour sortir, on va essayer de faire un petit commentaire sur les différents partis en présence. Ce sera une question pour tout le monde, notamment ceux de l'opposition ou alors qui ne sont pas forcément de la majorité présidentielle. Oui, je voudrais dire avant de me donner quelques secondes pour dire que pourquoi on parlerait du problème que vous dites qualifié de problème anglophone au Parlement. Il a commencé à porter un élément de réponse en disant que le grand dialogue avait déjà été convoqué. C'est ce que vous allez dire. Ça, c'est l'argument des RDPC. Oui, c'est un argument important, mais le plus important ici, c'est qu'il y a souvent certaines précisions qu'il faut faire. Vous savez, le mouvement qu'on dit problème anglophone a beaucoup d'acteurs à l'intérieur. Avant le grand dialogue, il y avait ce qu'on qualifie souvent de passagers clandestins. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui s'organise. Il y a des gens qui ne sont vraiment ni devant ni derrière. Ils sont aussi là dans la nasse. Ils peuvent profiter dans un sens comme dans un autre. Il y avait donc ces passagers clandestins. Il y avait des gens qui voulaient faire de la surenchère, mais qui n'étaient vraiment pas au cœur de la logique de sécession. Il y avait maintenant les sécessionnistes. Avec le grand dialogue, on constate que la calmie qu'on voit dans les régions du nord et du sud-ouest vient du fait que les passagers clandestins se sont mis du bon côté. La calmie? Oui. Se sont mis du bon... Oui, mais ce n'est pas autant que par le passé. Il y aura toujours des tirs. Donc, on constate que les passagers clandestins se sont mis du bon côté. Ceux qui voulaient faire de la surenchère politique sans véritablement être des sécessionnistes se sont aussi rangés du bon côté. Maintenant, il ne reste que ceux qui sont des sécessionnistes dans l'âme. Et ceux-là, quel que soit ce que vous allez faire, ils vont demeurer des sécessionnistes. C'est pour cela que ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Pour eux, dès que vous réclamez Camerounais, vous portez seulement un insigne distinctif qui vous fait appartenir au Cameroun, même si vous êtes son frère de même mère. Il va s'attaquer à vous parce qu'ils ne veulent pas entendre parler du Cameroun. Et il y a quand même une petite frange qui est constituée donc de ces radicaux qui veulent véritablement et profondément la sécession. Et c'est pour ça que on continue à voir ce qui se passe au sud-ouest aujourd'hui. Et ceux-là, il faut les combattre. Le président de la République a donné la voix à plusieurs reprises. Ceux-là, il n'y a pas
une autre alternative, c'est de les combattre. Parce que si on ne les combat pas, ils peuvent réussir leur projet funeste de diviser le Cameroun. Et imaginons une hypothèse d'école. Qu'on retire donc toutes les forces de défense dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Mais ça sera le chaos généralisé là-bas. Donc il faut encourager nos forces de défense à combattre ces gens qui veulent diviser le Cameroun. Est-ce qu'à contrario, la solution ne serait pas, pour baisser un peu la tension, de mettre toute cette énergie à trouver des voies et moyens de dialogue? Je vous ai déjà... Des voies et moyens. Je dis que, Dipita, je vous ai déjà expliqué quel que soit le degré de radicalisation, est-ce qu'il n'y a pas un mot, un discours qui peut être tenu à ces gens pour leur dire, écoutez, au-delà de tout, la guerre, à la fin de la journée, tout le monde y perd, essayons de discuter. C'est un problème d'idéologie, Dipita. Vous savez que le Cameroun n'est pas le seul pays où il y a des vérités sécessionnistes. Depuis la nuit des temps, dans les pays où il y a les vérités sécessionnistes, ça existe toujours. Parfois, lorsque le rapport de force ne leur est plus vraiment favorable, ça devient des cellules dormantes qui continuent à travailler dans l'ombre pour ressurgir. Il y a des sécessionnistes au Cameroun qui ont la sécession pour idéologie. La seule chose, c'est de les combattre. Parce qu'ils n'accepteront plus jamais le Cameroun et qui sont des Camerounais. Et actuellement là, nous, on ne peut pas tolérer un seul instant qu'un seul centimètre du Cameroun. Je vais reprendre tout à l'heure pour la dernière question. On interrogeait donc Ambroise Uzoy-Essomba, le juge, j'ai failli dire des acteurs en termes de formation politique, pardon, notamment ceux qui ne sont pas forcément de la majorité présidentielle, le SDF le plus ancien, l'UDC, le PCRN, l'UMS. Quels peuvent être leurs rôles en tant qu'entité politique dans ce Parlement-là, dans cette Assemblée nationale? Moi, je voudrais particulièrement m'appesantir sur le PCRN, le parti de Cabral Libye, qui en moins de 6 mois démontre quand même que la jeunesse peut oser et faire des bonnes choses. Vous voyez aujourd'hui que même dans le RDPC, le président a compris, le président de leur parti a compris qu'il faut injecter la jeunesse. Parce que je me rappelle, il avait pris une instruction demandant justement au secrétaire général du RDPC, M. Jean Côté, de veiller à ce que la jeunesse soit largement impliquée, intégrée au sein des assemblées politiques, au sein justement des conseils municipaux, au sein même des exécutifs municipaux. Et cela, aujourd'hui, se démontre. Donc, moi, je dois féliciter le parti de Cabral Libye qui est d'abord constitué pour l'ensemble des jeunes, et c'est un facteur très intéressant. Et peut-être aussi féliciter d'autres partis qui sont rentrés dans le jeu, tels que l'UMS, qui rentre dans le jeu politique au niveau du sommet de nos assemblées politiques délibérantes. Donc, ces différentes formations politiques, me semble-t-il, ont à démontrer quelque chose, c'est-à-dire qu'à animer un peu, permettez-moi de paraphraser l'expression de Bika, d'animer le jeu politique. C'est-à-dire que de montrer qu'en fait, la jeunesse dont on estime qu'elle est le fer de lance de la nation n'est pas un simple slogan, que c'est une réalité et que, quel que soit le fait de l'obésité du parti au pouvoir, que ceux-ci peuvent quand même avoir un mot à dire. Donc, les nouvelles formations politiques qui rentrent dans le Parlement, mettons de côté le fait majoritaire, j'espère qu'ils auront à montrer leur présence effective au sein de ce Parlement, même si les propositions de loi sont, ma foi, irrécevables, et sur ce point encore, je crois qu'il faudrait revoir notre Constitution, parce qu'on dit, dès que les propositions de loi peuvent modifier et peut-être augmenter les ressources de l'État, celles-ci sont déclarées irrécevables. Donc c'est un tort. Il faut vraiment corriger cela pour que nos parlementaires aient la possibilité individuellement de participer à l'élaboration des lois. Charles, à travers les propositions. C'est le rôle des acteurs en termes de formation politique. Oui, je pense que le SDF, qui a une forte expérience en dépit du nombre, va continuer à jouer ce rôle. Les parlementaires du SDF qui sont dans l'hémicycle aujourd'hui ont pour la plupart une grande expérience de la chose parlementaire. On sait que les grandes batailles qu'on a pu gagner au Cameroun, ou peut-être en partie au Cameroun, l'ont été par le fait des parlementaires du SDF qui ont une expérience dans ce sens-là. J'ai envie de croire que les autres formations politiques qui sont à l'Assemblée, notamment le PCN de Cabral, qui arrive avec la force et le fougue de la jeunesse, pourra donc copier l'exemple
j'ai envie de croire que l'UMS qui a été par le passé avec Kwemo qui a compris, aujourd'hui, il pourra aussi vouloir marquer d'une empreinte indélébile son passage au Parlement. Donc, ce rôle d'animation-là, ce rôle, cette bataille en fait, afin que les voix des sans-voix soient écoutées, sera portée au Parlement. Mais j'ai envie de dire, au final, ça, il faut le dire avec beaucoup de dépit, qu'il sera difficile qu'on fasse véritablement bouger les lignes. Le RDP, c'est en choisissant de rafler, parce que quand il dit en choisissant, on comprend très bien ce qui se passe. On sait que cette élection aussi a été entachée quand même de quelques irrégularités qui auraient pu changer. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait pu avoir quand même un parlement différent. Donc, j'ai envie de croire que ceux qui ont choisi d'avoir ce type de parlement savaient très bien pourquoi ils voulaient en faire. L'enjeu aujourd'hui, il faut savoir, c'est la distribution des prébendes, parce qu'on parle de qui sera présent, qui ne sera pas. Aujourd'hui, vous avez d'autres formations politiques qui sont là, qui voudraient bien entrer dans le bureau de l'Assemblée. Pourquoi chacun voudrait avoir sa part de gâteau? Et même dans le RDPC, ceux qui aujourd'hui lognent le poste de président du bureau, ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent travailler. Chacun y va pour bénéficier de tous les avantages liés au statut, liés au poste. Pépin, le jeu des acteurs. Non, au risque de me répéter, je vous ai dit d'entame que l'entrée des nouvelles formations politiques de l'opposition, il faut le préciser, classique, parce de ceux qui sont dans la majorité présidentielle, notamment le SDF du DC, l'UMS et le PCRN, ils peuvent former un groupe parlementaire virtuel. Dans l'ensemble de ces 4 partis-là, on a à peu près 17 députés. Et à partir de là, si les égos sont tels, et si on dégage un leader de ces 17 députés, on peut avoir un jeu en fait sans résultat, mais un jeu quand même qui permet de faire en sorte que ces partis puissent exister politiquement et puissent faire coordonner leurs actions dans ce cadre-ci. On ne peut même pas appeler ça action, il faut appeler ça des opérations coup de poing au sein du Parlement pour faire passer leurs idées. Mais moi, personnellement, de cette 10e des atouts, j'attends une animation particulière. J'insiste sur l'expression animation. On aura une des atouts qui sera certainement différente des autres, où il y aura des débats francs, et on espère également que la qualité des réponses aussi pourra être approximative. Mais, dans le fond, on ne va pas s'attendre à grand chose. À côté de ça, c'est que si le RDPC ne comprend pas que le Parlement, au niveau de l'opposition, a des jeunes qui sont à leur tête, et qu'ils le posent aux jeunes, les jeunes, ils vont forcément laisser un boulevard aux partis d'opposition qui sont conçus pour la plupart des jeunes. Donc ils ont intérêt à opposer aux jeunes de l'opposition des jeunes. S'ils opposent aux jeunes des vieux, on va se retrouver notamment comme dans le scénario du débat à la CIATV entre Ndong Soumet et Cabral, où, il faut le dire, le docteur Ndong Soumet a été copieusement laminé. Parce que forcément, c'est mon opinion. Et puis ça, c'est l'analyse. Donc, pour que ce jeu puisse être sain et qu'on n'arrive pas peut-être à la situation des parlementaires mal polis, il faudrait que le RDPC comprenne que sa jeunesse doit être mise en avant et que la vieille garde aussi doit s'apprêter à prendre sa retraite. Oui, je voudrais dire, Dipita, que c'est le RDPC, parce que majoritaire, qui donne le là. C'est le RDPC qui donne le ton, qui donne la voix. C'est-à-dire, quel que soit le regroupement que les autres partis au sein de ce Parlement peuvent vouloir faire, c'est extrêmement difficile contre 139 députés actuellement pour le RDPC et éventuellement, puisqu'on compte prendre les 11 qui viennent prochainement. Reculer un peu, Joseph, non? Reculer. Comment je dis que quand on va dans une élection, c'est... Non, il faut reculer. Voilà. Ça veut dire que ils ne peuvent pas d'une quelconque manière influencer le Parlement. Mais comme le RDPC est un parti d'ouverture, un parti qui écoute, un parti qui rassemble, le RDPC va rassembler ses talents, parce qu'il faut quand même avouer qu'il y a quand même des talents qui viennent aussi d'autres partis. Le RDPC va rassembler ses talents pour rendre pour une assemblée plus efficace, plus efficiente, plus pertinente. Je voudrais rassurer les uns et les autres que ça, c'est des perspectives, c'est la vision du RDPC là-bas, rassembler. Mais c'est le RDPC qui donne le ton.
Et il faut avouer, Dipita, que le RDPC a d'ailleurs toujours manifesté cette volonté d'ouverture et surtout d'écoute, de l'écoute du peuple. Rassure-toi que le RDPC a toujours eu la majorité au Parlement. Mais ça n'a pas empêché que certaines lois évoluent au Cameroun, notamment sur les codes électoraux, où on est parti des élections qui étaient organisées par l'administration territoriale. On a eu... Non, c'est des hautes luttes. On a eu Onel. C'est des hautes luttes. Non, mais je dis que le RDPC a toujours été majoritaire à l'Assemblée. Mais si de nouvelles lois sont arrivées pour améliorer les lois électorales au Cameroun, cela participe de la volonté du RDPC d'écouter donc les gens d'en face, de les écouter, parce qu'ils n'ont jamais eu assez de moyens pour exercer une pression au RDPC. Si le RDPC ne voulait pas changer, on n'a pas le meilleur, on n'allait pas changer. C'était un col voilà. On est passé d'Onel 1, nous sommes arrivés à Onel 2, nous sommes à l'ECAM. Maintenant, il y a dans l'environnement un besoin sûrement de modifier encore des choses sur le cours électoral actuel. Peut-être, qui sait, peut-être que la législature qui vient là pourra faire en sorte qu'on passe de l'ECAM 1 aujourd'hui à l'ECAM 2, qui pourra donc satisfaire la demande actuelle qui est dans l'environnement. Et je fais confiance à la capacité d'écoute du RDPC et surtout davantage à la capacité d'écoute du président Paul Biya. Transition, et puis deuxième thème de cette soirée, on parlera du désamour entre le ministère de l'administration territoriale et les organisations, ou du moins certaines organisations non gouvernementales qui exercent au Cameroun. Il faut donc le dire, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi était face à la presse hier. Était donc face à la presse hier pour dénoncer un certain nombre d'ONG, là je vais le citer, aux ordres des ennemis de notre pays, qui véhiculent régulièrement des informations complètement fausses et erronées sur la gestion de la crise par le gouvernement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bien plus, elles sont devenues des officines de fabrication de faux rapports dont le but est de ternir la noble image de nos forces de défense et de sécurité. Le ministre de l'administration territoriale est en mesure d'affirmer que ces ONG, aux ordres, ont reçu plus de 5 milliards de francs CFA des réseaux occultes à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun. Je continue de citer le MINAT, pour déstabiliser les institutions de la République, diffuser régulièrement dans certains médias à leur solde et dans les réseaux sociaux des informations tronquées pour discréditer la gestion de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest par le gouvernement, démontrer que le gouvernement ne serait pas en mesure de gérer les déplacés internes, prouver par tous les moyens que la crise dans les deux régions s'enlise, et puis montrer à travers de faux reportages que l'armée camerounaise poserait des actes contre les populations civiles. Cet état de choses, dit-il, est inacceptable. Et un peu plus loin, le ministre pour la Tangandi poursuit en indexant cette fois-ci les médias, et je le cite de nouveau. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter les médias à cesser d'être des relais, des rapports erronés contre les forces de défense et de sécurité diffusées par les ONG, aux ordres, Equinox TV, STV, Radio Balafon, le journal Le Jour, pour ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés. Pour me faire bien comprendre, poursuit pour la Tangandi, je vais employer cette métaphore bien connue. Celui qui vend les œufs ne doit jamais chercher la bagarre. Et je voudrais rappeler cette mise au point faite à l'entame de cette émission. STV est une chaîne républicaine qui œuvre au quotidien afin d'offrir une information de qualité au public. STV veille au respect des règles qui encadrent la pratique du journalisme et observe les lois de la République. STV œuvre pour la paix et la concorde. Voilà donc qui plante le décor de ce deuxième thème. Ce soir, de prime abord, messieurs,
comment avez-vous apprécié cette sortie du MINAT Paul Atangandi qui semble avoir haussé le ton. Charles. Oui, je suis par ailleurs syndicaliste. Je l'ai dit à l'entrée. Donc, je suis par ailleurs secrétaire national de la communication du syndicat national des journalistes du Cameroun. Absolument. Donc, c'est avec beaucoup d'intérêt que les journalistes et même le syndicat suivent les sorties d'Atangandi, du ministre Atangandi, autant pour moi, et même ceux de tous les membres du gouvernement. Également les sorties des ONG, c'est-à-dire que les journalistes vont couvrir toutes les conférences organisées, les différents points de presse. Quand on est toujours sûr qu'on en ressort avec parfois une information nouvelle, et parfois on en ressort avec des informations coup de poing, comme ce qu'on a pu vivre hier. Moi, j'ai constaté que le ministre a dit sa part de vérité ou la vérité du gouvernement sur cette affaire qui fait les choux gras des médias depuis très longtemps, notamment le rôle des ONG et aujourd'hui aussi le rôle que désormais ils pensent que ces ONG font jouer à la presse. Mais ce qui est regrettable, c'est que pour une affaire qui concerne les ONG, certaines ONG et les pouvoirs publics, que la presse soit indexée. Mais heureusement pour les journalistes que nous défendons, ce n'est pas les journalistes qui sont indexés, c'est les patrons de presse. Heureusement qu'ils ont répondu. Les journalistes ont déjà leurs problèmes. Et les problèmes qui sont créés aussi bien par les patrons de presse que par le régime en place, par le gouvernement, que défend Atangandi et tout le reste. Les clocharisations, les salaires impayés, et les contrats non respectés, le non-respect de la convention collective, les journalistes ont leurs problèmes. Et nous faisons qu'on en rajoute, que le ministre essaie d'en rajouter. Heureusement que j'ai dit cette fois-ci, il a pointé qui sont les véritables responsables, c'est-à-dire les patrons des médias, car voyez-vous, les journalistes ne vendent pas les œufs. Ceux qui vendent les œufs sont connus dans le secteur des médias. Ambroise Ezansomba. Je dois vous avouer que j'ai accueilli, c'est tombé bien parce que j'étais assis et j'ai regardé la sortie du ministre de l'administration territoriale qui en réalité a planté son propos sur 2 points. D'abord sur les ONG et au niveau des médias. Vous savez, la sempiternelle question qui se pose est celle des rapports entre les pouvoirs publics qui protègent l'ordre public et les médias, c'est-à-dire que contre les médias si vous voulez. Je dois indiquer que j'ai d'abord cherché à savoir est-ce que Atangandi, qui agit en tant que ministre de l'administration territoriale, est dans une posture institutionnelle. Oui, je suis allé vérifier les lois, l'article 13 de la loi de 90 et même celle de 1999, qui pose un certain nombre de préalables, s'agissant d'abord des organisations non gouvernementales, en indiquant que les organisations non gouvernementales qui sont dans la loi de 90 étaient étiquetées sous l'expression associations étrangères. C'est-à-dire que mènent leurs activités dans le cadre justement légal et réglementaire. C'est-à-dire que ces associations étrangères doivent accompagner l'État du Cameroun à l'accomplissement de la démocratie, à l'accomplissement du respect des droits de l'homme. Et on s'est davantage rendu compte que le ministre Atangandi a stigmatisé en indiquant, en citant clairement un certain nombre d'organisations internationales, parmi lesquelles la seule qui me semble résider au Cameroun est le REDAC. Le REDAC qui est sous la présidence exécutive de Maximilien Ngombe. Alors, à partir de là, on se rend bien compte que le cadre institutionnel voudrait que si les activités d'une ONG sont constitutives ou sont de nature à porter atteinte à l'ordre public et à l'intégrité territoriale ou à la cohésion sociale d'un État, le ministre de l'administration est dans son bon droit soit de suspendre, soit également de prononcer des amendes à l'endroit de ces ONG et surtout la sanction la plus radicale où il agit par arrêté consiste justement à dissoudre ces ONG. Or, vous convenez avec moi que ces ONG qui jouent un rôle important, vous vous rappelez que lors de l'élection présidentielle, lui-même le ministre Atangandi a fait venir les observateurs de Transparency International. Et aujourd'hui, comme vous l'avez si bien évoqué, on note un désamour parce qu'il avait triomphalement accueilli ces agents de Transparency International. Et aujourd'hui, il estime que c'est une ONG qui sponsorise et finance les médias justement dans le sens de la déstabilisation de l'État du Cameroun. Ça, c'est le premier point.
le second point de son propos qui a justement suscité mon admiration et même mon étonnement, c'est qu'il a rappelé à l'ordre les médias. Vous savez que le principe de l'information et de la communication sont contenus dans notre préambule de la Constitution. Donc, c'est une activité constitutionnalisée qui est protégée par la Constitution, c'est-à-dire informer et communiquer, puisque les médias ont cette mission d'informer, de communiquer, de divertir. Et le ministre de l'administration territoriale fait bien de le rappeler parce que nous sommes dans les médias agissent dans un contexte légal et institutionnel. Il ne faudrait pas que la liberté d'expression débouche au libertinage de l'expression. Cette question précise, à côté du ministre de la Communication, est-il dans son rôle, le Minati? Oui, je voudrais en revenir. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Maintenant, je me rends compte que le ministre est entré dans des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence. Par exemple, au niveau des organes de presse, c'est-à-dire la presse écrite, oui, dans le système de déclaration et d'autorisation, la presse écrite prend sa caution légale d'existence auprès du ministre de l'administration territoriale. Mais pour les organes audiovisuels, c'est-à-dire la radio et la télé, ces domaines relèvent exclusivement de la compétence du ministre de la Communication. Ça veut donc dire quoi? Qui lui-même sous-traite avec le CNC. Voilà, qui lui-même sous-traite avec le CNC, avec le CNC qui est sous la coupole et sous l'égide du Premier ministre. Parce que n'oublions pas que le Conseil national de la communication est sous l'égide du Premier ministre. Alors ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le propos du ministre qui me semble être, qui est intervenu dans un contexte d'ailleurs de crise, est un propos opportun, mais qui n'est pas efficace. Parce qu'on dit très souvent, qui trop embrasse est condamné à mal étreindre. Parce que lorsque le Premier ministre va déjà dans un domaine qui n'est pas le sien, lorsque le ministre va déjà dans un domaine qui n'est pas le sien, pour moi, ça me pose un sérieux problème. Et surtout, vous savez, un ministre, fût-il un ministre d'État, ne s'exprime pas un peu comme un homme du quartier. C'est-à-dire, il s'exprime... pas ministre d'État. Bon, peut-être pas ministre d'État, mais déjà, ministre ayant un portefeuille, voilà, gérant un département ministériel, ne s'exprime pas comme un citoyen lambda. Parce que lorsqu'il annonce que les ONG ont financé à hauteur de 5 milliards les organes de presse, disposent des preuves suffisantes. Parce qu'en réalité... Il précise dans sa sortie qu'il a des éléments... Bon, ok. Bon, moi, ce que j'estime, je crois que si les ONG et les médias qui ont été stigmatisés estiment que cette communication est légère et que ces allégations qui sont portées sont mensongères, ces organes de presse ont l'obligation... évidemment, ont l'obligation... Une conférence de presse aujourd'hui à rejeter toute... Voilà, donc moi je voudrais chuter en disant que les sorties du ministre de l'administration territoriale, je dis, comme c'est un contexte de sécurité, c'était une sortie opportune, mais inefficace et contre-productive, tout simplement parce que le ministre va dans des domaines qui ne sont pas... Et ce n'est pas la première fois. On se rappelle que pendant que le Premier ministre préparait le grand dialogue national et que cherchait à faire ressortir les sécessionnistes de la forêt, il a dit nous allons discuter de tous les sujets, sans tabou. Et à la sortie du ministre, la Tangandji, à son tour, estime qu'on discutera de tous les sujets, sauf ceux qui sont liés à la forme de l'État. Moi, je pense, pour ma part, qu'il faut éviter, lui aussi, ministre de son État, de mettre de l'huile sur le feu. Et que le Premier ministre doit regarder cette affaire avec beaucoup d'attention et appeler le ministre Tangandji à l'ordre, parce qu'il le faut. Parce que toutes les sorties aujourd'hui de ce monsieur, de ce ministre de l'administration territoriale sont des sorties problématiques qui sont toujours de nature à remettre. Vous avez vu aujourd'hui, je crois qu'il y a une ONG de Philippe Nanga qui annonce une marche de protestation pour les sorties légères du ministre de l'administration territoriale. Donc je pense que le Premier ministre devait remonter sur le créneau et l'interpeller pour essayer de lui appliquer une rectitude gouvernementale. Pépin, Bikaï, votre première lecture? Non, on a tout suivi la sortie du ministre Tangandji hier. Et on a constaté que c'était une sortie orientée notamment sur les médias privés et un certain nombre d'ONG à la fois installées sur le territoire national et même étrangère. Oui. Parce qu'il y a International Crisis Group, Human Rights Watch et Amnesty International qui font régulièrement un rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. On peut regretter cette sortie parce qu'elle avait un ton martial, un ton dur. Notamment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'expression « celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre ».
on voudrait également savoir qui vend les œufs ici et qui cherche la bagarre. Et lorsqu'on essaie un peu de joindre, on ne voit pas réellement à qui, de quoi ça retourne. Mais au-delà de ça, nous relevons un peu que, du moins moi, avec ma modeste personne, qu'il y a un problème de communication au sein de l'appareil gouvernemental. Parce que je ne veux pas revenir sur les éléments techniques dont le docteur Somba a fait montre de son expérience sur ce plateau. Il y a un problème de communication, de coordination de la communication au sein de l'appareil gouvernemental. Je reviens pour ce cas précis, pour illustrer mon propos, sur les éléments de Ndonga Mantou du 14 février, où, tout à tout, le CELCOM du ministère de la Défense a fait un communiqué. Peut-être de Ndonga Mantou et des départements de Ndonga, oui. Le CELCOM a fait un communiqué. Quelques heures après, le MINDEF a fait un communiqué. Le ministre de la Communication est revenu sur la question et quelques jours plus tard, le président a ordonné une enquête. Il a donné 8 jours pour l'ouverture d'une enquête, je pense, nationale ou internationale, je ne sais pas plus. Donc, ça pose un problème de communication. À côté de ça, on a comme l'impression que les stratèges, ceux qui dirigent la communication gouvernementale, sont à tout moment, à tout temps, sur la défensive. Je reviens un peu sur la sortie de celle qui a fait une sortie la chercheuse de Human Rights Watch en France. Moi, je suis géographe. Et voilà, j'ai observé sa communication, les éléments qu'elle a passés à TV5. Elle s'est appuyée sur les images satellitales. C'est ce qu'elle déclare. C'est ce qu'elle déclare. On a montré quelques images qui balayaient et dit que, ok, voilà ça. Or, on sait très bien que les satellites sont braqués en fonction des intérêts. Par exemple, la rentabilité des satellites peut être faite sur une année. Donc, elle présente 2 images. Ces fragments d'images ne sont pas datés, déjà. Donc, je trouve inopportune pour le gouvernement ou à l'ensemble des stratégies du gouvernement de faire une sortie pour dire que cette dame peut-être... Parce que les éléments qui construisent son mensonge sont présentés à travers ces images. À partir du moment où on ne peut pas être capable d'apporter des éléments chronologiques à l'évolution de ces images. Une image peut être prise il y a 6 ans et elle soit actualisée pour être utilisée comme étant une image d'actualité. On a tous les éléments nécessaires pour démontrer ce mensonge. La résolution des images, elle peut être prise à 80 mètres. On a les éléments nécessaires pour aller sur le terrain et apporter des images en X et en L. En Y, autant pour moi, c'est possible. Donc, sortir à tout moment aux abois. Lorsque une ONG a fait une sortie sur le Cameroun, moi je trouve que c'est contre-productif. On a raison au ministre. Le ministre a de bonnes raisons. Non, on va pas les sa sortie est fondée. Non, sa sortie peut pas. En fait, sa sortie peut être fondée, mais le temps utilisé demande à suffire que le ministre ne veut pas informer, soit il veut désinformer, ou alors mettre. Si vous dites que le ministre a raison dans le fond. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec le non, je suis en train de dire ceci. J'ai pris un élément d'illustration. C'est-à-dire une chercheuse vient sur les médias internationaux et présente une image. Et dit qu'elle a les images de ce qui s'est passé en Gabon. Nous sommes d'accord. Est-ce que ces images peuvent être des éléments de preuve pour venir collaborer les propos de cette papier? Moi, j'ai dit non. À partir du moment où on a fait une communication militaire, il y a un problème. Puisque les éléments qu'elle présente, apparemment, sont des éléments qui sont d'une fausseté qui sautent à l'œil. Mais devrait-il se taire? Du moins, je pense qu'il devrait y avoir la mesure pour communiquer, en apportant des éléments de preuve qui viennent annihiler les éléments présentés par la précédente personne, tout simplement. Donc, je ne suis pas en train de dire que la communication du ministre est opportune ou pas. Mais je me dis, on en fait trop. Et il faut avoir des communications ciblées pour mieux édifier le public, afin que le public en ressorte dandé. Mais aujourd'hui, l'ONG communique, le ministre communique, donc on se retrouve dans une désinformation, dans l'information. Et il y a une chose, un des éléments que vous voulez évoquer. L'information doit être un sujet verbe complément. Quand ça commence à être compliqué, on ne se comprend plus. Et c'est le cas. Joseph Boutou. C'est pas ça. Nous sommes dans une situation de crise au Cameroun. Nous avions une crise au nord-ouest, un foyer là-bas. Nous avions un foyer de crise au sud-ouest. Nous avions un foyer de crise à l'extrême nord, parce que jusqu'à aujourd'hui, les Boko Haram continuent à faire des incursions dans les territoires camerounais et causer la mort là-bas.
Et de temps en temps, nous avions des foyers de crise à l'Est. Donc le sujet est tellement préoccupant. Nous sommes en situation de crise, communication de crise. Et lorsqu'on communique en situation de crise, on ne peut plus regarder tous les fondamentaux qui doivent encadrer la communication dans le sens journalistique. Il faut communiquer pour se faire entendre. Le message que le ministre venait passer hier, c'était de dire aux Camerounais que si des étrangers, parce que ces ONG ne sont pas pour certaines, la majorité ne sont pas des ONG camerounaises, si des étrangers peuvent s'amuser à salir le nom, l'image du Cameroun, il ne faudrait pas que les nationaux prennent le relais. Voilà la quintessence de la communication du ministre. Et le ministre n'est pas passé par 4 chemins pour indexer nommément ces entreprises de presse-là. D'ailleurs, STV qui nous reçoit ici ce soir a été indexé. Equinox, Balafon, le journal Le Jour. J'ajouterais même qu'il a oublié une mutation. Non, ne faites pas d'ajout. Voilà. Pour dire que... Nous sommes dans le cadre de la communication du ministre. Bon, voilà. Pour dire que il a, de manière spécifique, parlé d'Equinox, de Radio Balafon et du journal Le Jour. Il a dit pour ne citer que ceci. Non, de façon spécifique. Il y a d'autres encore. Voilà. Pour dire que ces organes de presse-là, ces entreprises de presse-là, principalement ces 3, qui sont Equinox, Radio Balafon et le journal Le Jour, on a remarqué, ça saute à l'œil, qu'ils ont une communication qui est déséquilibrée. Ils ne disent jamais ce qui est fait au Cameroun pour que le pays avance. Ils indexent toujours le gouvernement dans le mauvais sens. Bon, et dans un pays qui connaît, dans ce pays qui connaît, Joseph, est-ce que ce n'est pas non plus être sur une extrême, être intervenant? D'autant plus que... Est-ce que vous avez... Je me suis souvent amusé à regarder les journaux télévisés de certains de ces médias-là. Bon, s'il y a 10 papiers... J'avoue que vous m'envoyez dans une position 10 papiers sont... D'autant plus que ces médias ne sont pas sur ce plateau. Si 10 papiers sont contre le gouvernement, bon, vraiment, je ne voudrais plus continuer à parler de... Mais je voudrais dire que ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'aucun Camerounais normal ne peut accepter que ce soit des Camerounais à l'intérieur qui soient le relais de gens qui veulent d'une manière ou d'une autre déstabiliser le Cameroun. Vous savez, les Occidentaux veulent imposer leurs pratiques ici chez nous en Afrique, au Cameroun. Ça c'est l'argumentaire du gouvernement d'ailleurs. Non, ce n'est pas un argumentaire du gouvernement d'ailleurs. C'est eux qui nous ont imposé la démocratie telle qu'elle est pratiquée là aujourd'hui. Ce sont ces Occidentaux. Ils veulent nous imposer leur façon de pratiquer et même pratiquer le pouvoir. Or, nous ne sommes ni dans un même environnement géographique, ni dans un même environnement anthropologique. On n'a pas une histoire commune. Ils veulent nous imposer leur façon de voir et de faire les choses. Et comme ils veulent nous imposer, ils pensent que chez eux, la démocratie est d'abord basée sur la tenance des individus. Ils veulent voir un président qui vient, il fait 4 ans, 5 ans, il repart, un autre arrive. C'est leur vision. Et comme ils n'arrivent pas à nous l'imposer, ils trouvent tous les moyens pour essayer de discréditer nos gouvernements, pour essayer de faire des soulèvements dans les États africains. On connaît ce qui s'est passé en Afrique du Nord avec le printemps arabe. On connaît la situation que la Côte d'Ivoire a traversée à un moment donné. Tout ça, c'est des manœuvres des Occidentaux qui ne veulent pas de l'émancipation des Africains à leur manière. Merci. Et ils nous imposent des façons de voir en instrumentalisant nos citoyens, en instrumentalisant nos peuples, de manière à pouvoir atteindre nos objectifs. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Charles. Oui, moi, nous, les journalistes constatent qu'il y a
une bataille, une guerre entre les patrons des médias et le gouvernement de M. Biya, qui en tout temps a été avec les patrons de presse. Mais nous refusons d'être indexés. Quand Joseph Boutouzi ici dit que les journalistes et tout, donc nous on veut bien faire la part des choses, la différence entre les journalistes et les patrons des médias. Car ici, autant Joseph, autant Atangadi n'ont pas de leçons à donner aux journalistes, comment est-ce qu'on procède, comment on travaille. Quand vous dites qu'il y a eu 10 papiers, il y en a 3, vous savez pas, il y a des considérations qui peuvent justifier qu'on puisse en avoir 3 ou encore 10. Mais là n'est pas le débat. Mais Parce le que, problème... non. On se rend compte que de plus en plus... Non, c'est pas cela. De plus en plus, beaucoup de personnes veulent donner les leçons aux journalistes. Non, on ne veut pas donner sans les leçons interroger les conditions dans lesquelles ils travaillent et tout le reste. Moi, je constate que le ministre Atangadi a fait une communication et je n'ai pas des éléments probants pour infirmer ou invalider ce qu'il a dit en ce qui concerne les ONG. Mais si on souhaite qu'un débat soit fait sur les méthodes de travail des ONG, cela peut se faire. On en parle dans 1 minute. Parce que dans la plupart, moi j'ai eu la chance de travailler, donc on sait très bien, on peut questionner cela. Mais maintenant, est-ce que c'est le gouvernement qui a raison, ça Tangadi ou tout le reste? Moi je constate simplement que il y a un régime à Yaoundé qui complote avec les patrons des médias. La charte des journalistes, la charte de Munich dit expressément que les médias ne reçoivent en matière d'honneur professionnel que de reconnaître la justice des pairs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous a créé un CNC, le Conseil national de la communication. Nous avons rencontré la plupart des responsables, dont même des ministres, pour leur expliquer que voici comment doivent fonctionner les médias. Ils ne nous ont pas écoutés. On a nommé des journalistes qui sont leurs complices, des patrons des médias dans cet organe-là. Qui sont là, qui jusqu'aujourd'hui, quand on apprend qu'ils ont attaqué, les médias ont été attaqués, ils ne démissionnent pas, mais ils sont là. Ils bénéficient d'un décret. Ça veut dire qu'ils travaillent avec ce régime. On a l'impression que c'est deux amis qui, à un moment, c'est un couple qui a des petits problèmes, mais on laisse ce couple-là gérer les problèmes. Pareil, on a créé la Commission nationale de la carte de presse. On a nommé un patron des médias à tête de cette commission. Nous avons rencontré ça pour dire non, il n'en est pas question, il faut respecter la parité. Cela n'a pas été fait. Mais quand le syndicat a posé le problème du respect de la convention collective des journalistes et métiers collèges de la communication signée en 2008, cela n'a pas été respecté. Nous avons fait une délégation, j'en faisais partie, qui a rencontré beaucoup de ministres. Le ministre du Travail, le ministre de beaucoup de ministres. Notre voix n'a pas été entendue. Mais aujourd'hui, quand ils sont dans cette guerre-là, nous, on ne se sent pas concernés. Aujourd'hui, si on tient à ce que le secteur de la presse puisse véritablement jouer son rôle, pas en se libérant simplement aux patrons des médias, en y associer également les journalistes à travers le syndicat, nous on va jouer ce rôle-là. Maintenant, si on veut qu'on interroge tous ensemble les méthodes du travail des ONG, ça, ces méthodes-là sont... C'est ce qu'on va faire à l'instant, justement, Ambroise Luizon. Si on regarde effectivement comment ces ONG fonctionnent au Cameroun, je veux dire, le ministre a indexé le financement, le ministre a également interrogé leur technique d'enquête sur le terrain pour recueillir, récolter les informations, les regrouper et puis les confronter afin qu'elles soient des informations fiables. Qu'en direz-vous? Je pense que le courroux du ministre Monté dans le rapport que faisait la dame de Human Rights, qui a pratiquement dans son propos indexé de la manière la plus froide nos forces de défense et de sécurité. Et vous savez que sur ces questions, il y a eu même une guéguerre entre un des journalistes et un de nos maîtres de la science politique, qui a d'ailleurs fait les choux gras de la presse. Moi, ce que je voudrais dire, c'est simplement que je retourne dans l'esprit et la lettre de la loi. C'est-à-dire que quand les ONG agissent ou bien émettent leurs activités sur le territoire du Cameroun, il est bien précisé que ces ONG doivent respecter le cadre légal et institutionnel. Et autre chose, vous avez vu que le traitement de ce qui s'est passé à Ngabou et quelques semaines ou quelques mois plus tard, ce qui se passe à Galip est contrairement, c'est-à-dire qu'on vit dans une attitude presque paradoxale de ces organisations internationales. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le Cameroun est dans l'œil du cyclone et qu'à tout moment, ces institutions dites internationales, ou du moins ces ONG, peuvent justement mener des actions dans le sens de déstabiliser l'État du Cameroun. Parce que nous avons vu ce qui se passait à Ngalim. On n'a pas suivi une sortie rapide des ONG, au moins ne serait-ce que sur le plan d'abord verbal, que les ONG viennent de prendre en compte ce qui s'est passé en Ngalim, et que le traitement à ce moment-là soit quand même, du moins la sortie de ces ONG
permettent quand même à un moment donné de comprendre que le traitement des informations se fait de manière paradoxale. Quand il s'agit d'accabler avec force et vigueur nos forces de défense, vous voyez que les ONG ont une sortie facile pour justement accaparer nos forces de défense. Maintenant, lorsque les exactions sont menées par les ambazoniens, vous convenez avec moi que le traitement systématique qui est accordé est presque différencié. C'est la raison pour laquelle j'interroge aussi l'apport de ces ONG dans un contexte de crise. Je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes dans un contexte de crise. C'est ce qui peut, à mon sens, justifier la sortie du ministre Atangandi, qui est là pour sauvegarder l'intérêt national et surtout l'intégrité territoriale. Joseph? Oui, vraiment, il est dans la continuité de ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, qu'il y a véritablement un plan, pas seulement contre le Cameroun, hein, contre les États africains dans leur manière de gérer et de conserver le pouvoir. Ils veulent nous assimiler. Or, le peuple africain n'est plus un peuple qui accepte d'être assimilé par les autres. Nous avions nos façons de voir. Les notions de chefferie dépendent de l'environnement. Chez les nordistes, la chefferie n'est pas pareillement comme chez les sudistes et tout. Chez les occidentaux, on n'a pas la même notion de chefferie que chez les Africains. L'échantillon démocratique n'est pas le même. Pourquoi voudraient-ils absolument nous imposer leur manière de voir? Ils veulent absolument changer certains régimes qui ont... D'abord, ils ne s'en cachent pas. Le président des États-Unis, tous les présidents d'ailleurs des États-Unis l'ont souvent dit. Le président de la France, mais comment vous concevez que Dipita, que nous avions tous vu une vidéo d'une organisation en France qu'on appelle la BAS, qui a dit, organiser une réunion où ils collectaient l'argent pour acheter les armes pour donner aux rebelles camerounais. Personne, aucune de ces ONG n'a tiré la sonnette d'alarme. Ils savent qu'il y a des gens qui s'organisent pour donner les armes à ces rebelles, pour tuer nos militaires. Mais personne ne dit rien. Mais lorsque le militaire est dans, d'ailleurs encore que l'État seul détient le monopole de la violence légitime, lorsque l'État est dans son droit, qui est de protéger les Camerounais dans leur intégrité physique et dans leur bien, intégrité territoriale. Et voilà. Dès qu'il y a un mort, on dit qu'il y a des bavures de l'armée camerounaise. Est-ce que vous pouvez aller combattre les brigands et ne pas, à un moment donné, les neutraliser? Et maintenant, lorsque de l'autre côté, exactement comme ce qui s'est passé en Galib, il y a un silence radio. Et je dis que le problème du ministre Atangandi n'est pas ces ONG qui sont des ONG étrangères. Parce que le ministre Atangandi n'a aucun pouvoir de cohésion sur ces ONG. Il ne peut pas arrêter le fonctionnement voilà, il ne peut pas arrêter leur fonctionnement. Mais le problème du ministre de l'administration surveillante, le ministre Atangandi, c'est qu'il s'indigne que c'est comme s'il y a une tranche des Camerounais à travers certains organes de presse qui jouent dans le jeu de ces étrangers, qui clairement ont déjà montré qui veulent déstabiliser le Cameroun. D'où sont le financement de ces ONG? On connaît comment ces ONG sont financées, à coût de centaines de millions de dollars. Et lorsqu'on donne à UNG 500 millions de dollars de financement en une année, vous croyez que c'est pour faire quoi de cet argent? Comme nos partenaires bilatéraux ne peuvent pas directement venir sous-traiter dans ces conditions-là, ils utilisent donc ces autres partenaires multilatéraux qui sont dans ces ONG pour sous-traiter à leur place en finançant donc des rébellions en Afrique pour pouvoir renverser les régimes en Afrique. Et c'est ce qui est en train de se passer au Cameroun. Nous avions un président qui vient d'être élu en octobre 2018 à un taux excellent, 71%. Mais d'où sort-il que aujourd'hui, que des gens pensent à l'extérieur, qui peuvent donner des ordres à ce président, qui peuvent instrumentaliser le peuple contre ce président, qui peuvent même penser à vouloir changer ce président. Et nous, au Cameroun,
nous sommes suffisamment éveillés là-dessus. Et je dis ici ce soir que nous, on va s'opposer par tous les moyens, même au péril de nos vies, pour que de pareils dessins arrivent au Cameroun. On va protéger nos États, on va protéger nos dirigeants et on va aller jusqu'au bout. Ça, c'est le militant qui parle. Pépin. Non, c'est un Camerounais qui parle. Okay. Un Camerounais qui veut l'avancement et l'intégrité de son pays. Je suis d'accord avec toi. Moi, je veux un peu revenir sur ce concept. Parce que si vous interrogez les méthodes de collecte des données des ONG, que ce soit au niveau national, pour ceux qui sont installés ici, ou au niveau international, vous allez voir que ces méthodes ne sont nullement scientifiques. C'est-à-dire, parfois, on s'appuie sur un papier d'un journaliste installé sur le territoire ou à l'étranger, qui a plus ou moins une connaissance sur le Cameroun, et puis on en fait un rapport, une compilation, et puis un random. Les médias essayent un peu de relayer ça, et ça devient un problème intéressant. D'un autre côté, on parle des ONG, de leur financement au niveau local. Si vous faites un peu, par curiosité, vous interrogez un peu le fonctionnement, en fait, la ressource humaine de ces ONG, vous verrez qu'à chaque ONG, il y a apparemment le promoteur et puis rien. Ça peut causer un problème. Certaines. Plus ou moins. On a le nom du promoteur et puis la ressource humaine derrière, on n'en voit pas. Donc, ça peut donc causer un problème que soit nous sommes dans un environnement de filoterie, soit nous sommes en face des gens qui sont aux abois et qui ne comprennent pas. Il faut quand même dire que ce n'est pas systématiquement forcément le cas pour les ONG qui sont citées. Hein. Mais je vous laisse poursuivre. Voilà. Non, en fait, j'ai fait juste voilà. Pour dire que nous sommes dans une situation de crise. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, ça fait 5 ans que ça dure. J'ai comme l'impression que nous sommes en train de perdre 2 batailles. La bataille de la communication et la bataille de la gestion de l'image. Justement, avec l'émergence des nouvelles techniques de l'information et de la communication, ça va dans tous les sens. Et vivement, c'est une recommandation, il faudrait que le gouvernement reprenne la main par rapport à la communication et puis par rapport à la gestion de l'image du Cameroun, avec tout ce qui va avec. Parce qu'en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve dans une situation où celui qui doit donner l'information, informer, est plutôt en train de désinformer. Parce que préalablement, quelqu'un d'autre a informé avant que lui, qui a la légitimité d'informer, ne vienne informer. Et là, on peut regretter, par exemple, le départ du colonel Badiek pour ce qui concerne les forces de défense. Parce que lui, au moins, il avait des éléments de proactivité dans la communication. Les journalistes qui venaient relayer l'information, ils repartaient avec des éléments les permettant, en fait. On peut ne pas l'aimer. Moi, je le connais parce que je l'ai rencontré physiquement. On peut ne pas l'aimer. Mais on sent quand même qu'à cette époque-là, il avait une mainmise sur l'information stratégique, sur l'information militaire. De nos jours, avec les escalades du nord et du sud-ouest, on a comme l'impression qu'on est en train de perdre cette bataille. Et vivement, il faudrait qu'on reprenne la main. Nous sommes en train de perdre la bataille de la communication. Il faudrait parce que toute guerre, on peut gagner une guerre parce qu'on est lourdement armé, mais on gagne davantage une guerre de manière psychologique. Et la psychologie de la guerre est basée sur la qualité de la communication. Si elle est basse, forcément, on arrive à des interrogations où il faut forcément interroger l'élan patriotique des citoyens. Il faudrait d'ailleurs que chacun prenne ses responsabilités en amont. Avant la dernière question, Charles. Oui. Le financement des ONG, c'est une nébuleuse. Hein. C'est une véritable nébuleuse. Et voyez-vous, les ONG ne sont pas financées par les nationaux. Dans le cas du Cameroun, on peut voir même les associations qui existent là, reçoivent les financements à l'extérieur. Et pour obtenir des financements, il faut respecter des TDR, des thèmes de référence qui sont définis par ceux qui ont reçu des financements et qui doivent ceux qui envoient les ensuite, financements. ensuite, il faut sous-traiter. Donc, et dans ce thème de référence là, assez souvent, c'est un cadre où soit où vous les respectez, vous avez les financements, et où ce n'est pas le cas, vous payez des financements. En 2004, j'ai travaillé dans une enquête de base sur le travail des enfants d'agriculture cacaoyer au Cameroun. Mais voyez-vous, moi qui suis Camerounais, les TDR qu'on avait reçus, tout ce qui était défini comme travail des enfants, puis forme de travail des enfants, la convention 182-138, qui ont défini, arrêté au niveau de l'ONU. Mais moi qui vis au Cameroun, qui suis passé par là, et même tout ce que j'ai rencontré, pour nous, ce n'était pas du travail des enfants. C'est un détail. Ce n'était pas des PIFORM. Mais voyez-vous, pour répondre
pour bénéficier donc, des financements, réaliser cela, il a fallu qu'on propose donc un projet qui respecte, qui va dans ce sens-là. Qui va exactement dans ce sens-là pour le financement et travailler. Et les résultats que vous allez, les résultats au final, sur la base des indicateurs et des questionnaires qui a été formulé à l'avance, on aboutit toujours à des résultats qui satisfont les attentes de ceux qui financent. Ça, c'est le cas avec toutes les associations. Maintenant, je ne suis jamais allé sur un plateau définir, défendre mordicus qu'il y a le travail des enfants, que cela se passe ainsi. Non. Moi, je savais très bien qu'on a travaillé dans le cadre d'une recherche-action. C'est pour cette raison que vous voyez ce qui se fait à l'université est différent. C'est la recherche fondamentale. On y va parce qu'on veut découvrir des choses à apporter, faire avancer la science. Mais dans le cas de la recherche-action, tout est défini à l'avance. On est dans ce carnaval-là. Oui, donc on comprend très bien. Quand je regarde les autres ONG qui fonctionnent, automatiquement, quand vous arrivez, il y a quelque chose de précis qu'il faut faire. Et il faut rentrer dans ces codes-là qui ont été définis. Maintenant, on doit chercher à comprendre cela et expliquer. Ce que les programmes peuvent faire, c'est expliquer, mais pas dire il y a un complot contre le Cameroun. Car ce que fait Human Rights ici, il le fait ailleurs. Donc, ce n'est pas seulement au Cameroun que Human Rights ou tous les autres travaillent. Et ils ont leur ligne éditoriale, ils cherchent une la méthode de collecte des données, comme il l'a si bien dit, c'est des interviews assez souvent. C'est la lecture de ce qui est les coupures des journaux qu'on assemble. Et parfois, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a même les films satellitaires. Oui. Moi, je ne savais pas. Il y a tout cela qu'on compile pour faire le rapport. Donc, assez souvent, l'ONG peut être de bonne foi, mais les personnes qui vous donnent ces informations-là, ou encore l'information que vous avez exploitée dans la presse, n'était pas bonne, n'était mauvaise. Donc l'ONG peut être de bonne foi, mais maintenant les sources sur lesquelles elle s'est appuyée parfois pour rédiger un rapport pouvaient être biaisées. Rappelons, il y a un petit problème à ce niveau-là. Vraiment, je voudrais vous poser une question là. On sait que toute organisation a d'abord ce qu'on appelle une raison d'être. Et au-delà de la raison d'être, une organisation a une vision et des objectifs à atteindre. Si la vision de ces organisations concernant les pays africains, c'est d'amener des changements structurels au niveau des institutions, des gens qui sont à la tête des institutions, comment on ne pourra pas dire que quand ils viennent travailler ici, là, ils viennent vraiment avec des objectifs bien précis, qui sont dans les objectifs de déstabilisation. Des objectifs de déstabilisation en voulant absolument changer les gens qui sont à la tête des institutions des pays africains. C'est difficile. Non, c'est difficile de dire cela. C'est difficile. Je dis très bien que les BEUL travaillent. Human Rights Watch travaille ailleurs. Et le nom est clair. Mais ils sont là pour faire promouvoir les droits de l'homme. S'il y a des violations, une fois que vous dénoncez ces violations-là, elles mettent cesse. Donc c'est cela qu'il s'agit. Toutes ces organisations, on sait très bien quels sont leurs objectifs, comment ils travaillent. Voilà. Mais comme j'ai dit, il peut y avoir, comme vous avez dit, des intérêts peut-être cachés, latents, qu'on ne connaît pas, mais ce qui est sûr, ce qui est connu, on peut interroger une méthode de travail qui, dans tous les cas, même si elles avaient toute la bonne volonté, elles ne pourraient pas travailler en optimum. Parce que, voyez-vous, je ne suis pas sûr qu'on enverrait facilement une délégation dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest. Il sera difficile. Donc, on peut interroger ces méthodes-là qui, au final, peuvent aboutir à des résultats contestable et discutable. Mais dire que c'est tout un complot ou dire... organiser, c'est un peu comme si on a créé Human Rights Watch pour le Cameroun. Je dis très bien. Je dis que ces rapports-là sont discutables. Vous savez que les financements sont aussi en cascade. Hein? Quand ces ONG étrangères viennent financer des recherches au Cameroun, n'oubliez pas qu'eux aussi, à leur niveau, ils ont aussi des organisations ou alors des personnes qui les financent. Ça veut dire que tout part donc de l'idée précise que la personne qui finance ces ONG. Et c'est ça qui sont poussés. Parce qu'il veut dire une chose, la plupart des ONG au Cameroun, pas au Cameroun, en Afrique, sont financées par un homme puissant qu'on appelle Soros, qui est connu. Voyez-vous, un entrepreneur de guerre. Et qui est considéré comme un véritable entrepreneur de guerre. Donc, mais la faute du gouvernement, c'est quoi? C'est que, au-delà de tout, il y a eu des faits. Est-ce qu'il y a eu un massacre, je ne sais pas, il y a eu des problèmes en Garbo ou non? C'est cela. Et maintenant, dans la proactivité, est-ce que le gouvernement... En termes de transmission d'informations. Est-ce que le gouvernement a été suffisamment proactif? Est-ce qu'on a considéré à protéger des militaires qui ont sûrement, c'est ce que je pense, posé des actes contre la vie de leur chef et qui jettent le peuple sur l'armée? Moi, je pense qu'il faut dire clairement, il faut parfois identifier ceux qui sont, s'il y a des coupables qui ont été arrêtés, dire qu'il y a quand même des personnes qui sont, généralement, qui sont en exploitation. Il y a des choses qu'il faut dire. Mais quand vous cachez tout cela, on se dit qu'il y a quelque chose, il y a anguille sur roche.
Et maintenant, cela fait le lit de tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un marché qui intéresse le fait qu'il y ait des guerres? Y a-t-il un marché qui intéresse? On sait très bien quel est le marché. Je voulais intervenir sur deux aspects. Mais comprenez donc qu'il y a des gens qui veulent des guerres. Tout à l'heure, pour répondre à Joseph, toutes les ONG, notamment les ONG internationales, ont un objectif avec une base de données qui recherche. Si vous voyez par exemple une ONG Greenpeace que je connais plus ou moins bien, leur méthodologie de travail est connue. C'est-à-dire des opérations coup de poing dans l'optique de protéger la planète. C'est connu, que ce soit ici ou ailleurs. Mais lorsque par exemple Greenpeace intervient ici sur la protection du bassin forestier du Congo, là, toute personne en parle parce que forcément ça n'a pas un impact sur la gouvernance de manière directe. Mais ça peut avoir un impact sur les petits business des individus qui forment un gouvernement. Maintenant, je voulais revenir sur le colonel Didier Badiek que j'évoquais. Tout à l'heure, on avait dit, je vais vous expliquer. On a vu sa proactivité en termes de communication, notamment dans la crise. Il y a aussi la manipulation. Voilà. Non, en fait, non, je reste sur les éléments. On a vu comment il a organisé des séances, des séances de presse, des voyages, voilà, pour montrer à la presse nationale et internationale comment l'armée camerounaise se déploie pour juguler l'avancée des islamistes sur le territoire camerounais. C'est ce qu'on veut voir dans le cadre peut-être de la crise en nord et au sud-ouest, pour apaiser les tensions et puis informer. Et c'est l'État qui a l'obligation d'informer. Il est inadmissible que l'information parte à CNN avant de revenir au Cameroun. L'État informe toujours. Non, il faut le faire de manière proactive et régulière. En fin d'émission. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas davantage tirer à boulet rouge sur ces organisations internationales. Vous vous rappelez que lors de l'élection présidentielle ici, certains observateurs internationaux ont crédibilisé et ont même crédité l'élection qu'en dehors de quelques petites irrégularités qui ont émaillé le processus, mais que tout s'est bien passé. Vous voyez donc que ces organisations internationales aussi jouent un rôle très important dans la crédibilité ou du moins dans la maturation de notre démocratie. Je pense tout à fait normal qu'il faudrait simplement que on ne doit pas profiter de la situation de crise dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui pour que les uns et les autres en profitent totalement pour davantage déstabiliser notre pays. Et je pense que là, je reste d'accord avec l'esprit et la lettre de la Constitution qui voudrait que chaque citoyen, à son niveau, puisse défendre l'État. Merci. Exactement. Messieurs, merci de vous être prêtés à la réflexion de ce soir pour la compréhension de nos téléspectateurs à travers les deux sujets qui étaient au menu. Merci à vous à la maison d'être restés regarder cette autre édition de Actes sur table. Bonsoir.